Bonjour à tous. Est-ce que vous Bonsoir, allez bien bonsoir. en ce beau dimanche soir? On va parler de deux films qui passent peu à l'affiche. Est-ce que vous êtes Ah oui, la bête, chaud, peut-être. excité? Ah ouais. Mais je voyais au Hall, je crois qu'il passe maintenant plus qu'une fois par jour déjà. La La séance de 21h30, vu que le film dure 2h30, c'est un peu compliqué. Échec pour Voilà, donc, Bravo, Manello. Est-ce que vous allez bien? Après, il y a eu un week-end d'absence, malheureusement. Voilà, c'est pour ça qu'on Tragique. revient avec Ouais. Hong Sang-soo et Bonello. Petit duo de la magie de l'excitation comme ça. Surtout, on va rattraper le temps perdu, puisque voilà, on va voyager à travers les époques. C'est vrai, ça. Exactement, etc. c'est Donc, ça. C'est que du film temporel c'est ce méta, soir. en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça voyage. Bonsoir. Alors, Complètement. pour parler de l'introduction, pour introduire, est-ce qu'à la limite tu veux parler de notre passage Eh oui, on peut chez Microciné peut-être commencer un peu pour entre guillemets l'actu de la chaîne ces derniers temps. On a eu le plaisir d'être invité par Microciné, par la chaîne YouTube Microciné, pour une discussion sur sa chaîne avant la diffusion de Dieu seul me voit de Bruno Podalides. Donc avec Loïc, nous sommes allés dire quelques mots sur ce film. Et ensuite, Samir donc de Microciné a étendu l'invitation à ce que je participe à la discussion après le film, une fois qu'il l'a projeté au Club de l'Étoile. Et donc voilà, ça fait 2 fois 45 minutes à peu près sur le film qu'on était assez content de découvrir. Ouais. On connaissait Très, très, très mal chouette, Podalides, carrément. mais film vraiment très intéressant, du coup, sur lequel on a pu vraiment voilà, discuter et vraiment décortiquer le film. Donc vous pouvez aller voir ça, et on remercie évidemment Samir des invitations. Carrément. Moi, je vais juste parler d'un petit film en introduction. Encore une fois, l'ouverture se passe par un film d'actualité dont on peut parler brièvement. Je suis le seul à l'avoir vu ici, je crois. Et oui, moi je l'ai pas vu non plus. C'est Sans jamais nous connaître, donc de Andrew Hayes. Hayes, exactement, metteur Andrew en scène Scott. britannique, avec Andrew Ils Scott. s'appellent tous Andrew. Ils s'appellent tous Andrew. C'est la fête des Andrew. Ouais. Et c'est celui-ci. Tac. Le sound. Ouais, tout à fait. Donc, de quoi ça parle Sans jamais nous connaître? C'est le film que tout le monde a envie d'aller voir parce que c'est une romance homosexuelle entre Paul Mescal et Andrew Scott, qui sont donc un peu les deux bébous On a vu de la respectivement trentaine. dans, After Sun pour et Paul Fleabag. Mescal, Fleabag pour Andrew Scott, mais Andrew Scott on avait déjà vu dans Sherlock à auparavant, ou même dans Spectre par exemple. Ou non, oui. il jouait dans un James Bond J'oublie. obscur. Bonsoir. Et Paul Mescal de Normal People, bien sûr, que tout le monde aime de là. Donc forcément, déjà, une romance homosexuelle, c'est assez rare d'en voir au cinéma, entre deux hommes. On a plus l'habitude de voir ça entre femmes. C'est vrai. Mais, Ça commence quand même à faire un moment qu'on en voit plus que. Ah ouais, quelques années. des films qui Je sais pas, parlent de deux hommes qui s'aiment. Toi, t'as Brokeback- l'impression d'en voir pas mal? De Brokeback Mountain. Honnêtement, c'est des films que j'ai pas vus, mais Ouais. Ouais, c'est un j'ai peu pas d'autres exemples. Un détour, mais après, c'est Non, vrai. tu as raison que c'est quand même très Le minoritaire. C'est fait quand qu'on même trouve aucun minoritaire. exemple de ça. Ouais, alors que des femmes lesbiennes, c'est plus commun. C'est vrai. Mais bref, qu'ai-je pensé de ce film? Eh bien, je ne vous le recommande pas trop. Parce que grosse Parce hype que, quand même autour du Parce que film. grosse hype autour du film, tout à fait. En même temps, les deux acteurs principaux sont au prime de leur hype. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression de regarder une pub. J'ai l'impression que c'est vraiment un film publicitaire pour les émotions. C'est-à-dire que tout est filmé en très gros plan tout le temps. Tout est suresthétisé. La lumière est vraiment faite pour éclairer les visages de façon belle, jamais de façon très sincère. On est toujours dans l'émotion du toucher, filmer les yeux en train de pleurer, filmer le petit sourire, le petit rictus. Même dans la pub, on voit les plans s'enchaîner sur des couleurs absolument abstraites. Et on a cette sorte de paysage idyllique un appartement londonien qui donne tout le temps sur un coucher de soleil ou un lever de soleil, qui est au 10e étage sans aucun bâtiment en face, donc on voit absolument tout le paysage. Et le film parle un petit peu de présence fantomatique, en fait, quelque chose dont on ne parle pas. Moi, je l'ai découvert en regardant le film, c'est que le personnage donc, de Andrew Scott, qui est le protagoniste, est scénariste et retourne voir ses parents, les parents qui sont morts. Et il repasse en fait des après-midi, des soirées avec ses parents qui ont gardé l'âge au moment où ils sont morts, qui ont du coup l'âge que lui a actuellement. D'accord. Et le film se pose la question de qu'est-ce que nos parents nous diraient s'ils étaient toujours là. Un peu d'arguments un peu fantastiques. Exactement, tout à fait. D'accord, ok. Et vraiment une exploration un petit peu, une filiation au travers de la romance, des sensations un peu du personnage où on ne sait pas vraiment où il se place. Je pense que la meilleure idée du film, elle a lieu assez tôt, au moment où Andrew Scott revoit son père pour la première fois, donc on ne sait pas encore que c'est une présence fantomatique. Et vu qu'il a le même âge que lui, on a l'impression que ça va être une romance, que c'est un homme D'accord. avec lequel ils vont flirter un petit peu, puis on comprend qu'ils vont chez une femme, dans une maison, et on commence à avoir des doutes sur une sorte d'ambiguïté homosexuelle ou parentale, quoi. Et ça, c'est assez fort.
Mais très vite, cette sensation s'échappe et on tombe vraiment dans un pathos assez prenant. J'ai l'impression que le film ne développe pas grand-chose de cette histoire homosexuelle, de cette histoire fantomatique ou parentale pour en développer autre chose que du sentimentalisme absolu, quoi. Voilà. Petit... Donc déception. Petite déception. Et je trouve même, pour moi, ce qui est un peu la pire chose concernant le film, c'est que je trouve que personne joue bien. C'est quand même un film d'acteurs où tu as envie de voir Andrew Scott et Paul Mescal, et je trouve qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Claire Foy aussi. Le dernier qui joue le père, dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi un peu connu. Patrick Non. Ouais, voilà. Tout est un peu à côté, rien n'est jamais vraiment senti. Et on a cette sorte de... On perd beaucoup avec cette surutilisation de gros plans qui, par exemple, dans Juste la fin du monde, pour filmer l'angoisse familiale, ça marchait très bien parce qu'on est obligé d'être très proche des gens, on aimerait respirer, on peut pas. Là, c'est l'inverse. Il faudrait donner de la respiration, faire des plans larges, faire exister les corps ensemble, mais c'est impossible. C'est tout le temps des gros plans sur les yeux, sur les bouches. Quand ils couchent ensemble, c'est des gros plans tout le temps, partout. Voilà, c'est presque publicitaire, encore une fois. Très bien, donc non reco. Non reco, voilà, tout à fait. Film, je sais pas si des gens dans le chat l'ont vu, si vous avez adoré et que je vous brise absolument le cœur en parlant mal. Je pense que le cœur est brisé actuellement. Je pense que le cœur est brisé. De toute façon... tu peux plus rien y faire, comme celui d'Andrew Scott. Exactement, tout à fait. Comme quoi, film est réussi. Donc, on attaque le gros morceau. Eh oui. Donc est-ce qu'on pourrait pas appeler ce morceau La Bête ? On attaque la bête. On attaque la bête, tout à fait. Est-ce que vous avez vu La Bête dans le chat ? Dites-nous, parce qu'il est sorti donc maintenant il y a une dizaine de jours. Ouais, c'est le nouveau film début février, de Bonello, qui est peut-être... En fait, je me rends pas bien compte de si beaucoup de gens sont allés le voir. Je sais pas à quel point le film... si le film a déjà quitté l'affiche des cinémas, ou presque, ça veut dire que c'est plutôt un accueil glacial. Il n'a pas quitté l'affiche, mais il est très en retrait. Il est mal distribué, d'accord, il est mal exploité plutôt. Mais oui, donc la Bête, c'est le nouveau film de Bertrand Bonello, qu'on connaît notamment pour Nocturama, L'Apollonide, qui a fait récemment des films plus orientés, on va dire, films de genre, que sont Zombie Child et... Alors Coma, je sais pas exactement, c'est une sorte de film qui flirte un peu avec l'expérimental, qui était un film de confinement, et qui revient donc avec un film qui est un petit peu délicat à pitcher, parce qu'en fait il se passe, on va dire, sur 3 époques. On pourrait dire que le présent de l'histoire, c'est le futur, donc 2044, où on suit donc le personnage interprété par Léa Seydoux, qui s'appelle Gabriel Monnier, qui en fait on évolue dans une société où les intelligences artificielles ont pris de plus en plus de place. Et pour accéder à certains métiers qui demandent des capacités intellectuelles et de contrôle de ses propres émotions particulièrement poussées, elle décide de suivre une sorte de traitement qui consiste à la faire voyager dans ses vies antérieures, comme si ça allait un petit peu écraser toutes les émotions enfouies en elle. Voilà, on pourrait essayer de pitcher ça comme ça. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que les émotions de ses vies antérieures qu'on pourrait imaginer comme des grands-parents, des parents, ou en tout cas la vie de chacun, a empiété sur nos émotions à nous et devrait être effacée pour nous purifier. Exactement. Et donc, à partir de cette espèce de chambre, c'est assez amusant parce que ça fait un peu penser aux certaines images du dernier Cronenberg où on voit déjà Léa Seydoux. Et donc, elle va comme ça se retrouver en particulier dans deux époques. Une, je crois que c'est en 1910, ou en tout cas début du 1910, tout à fait. Et l'autre en 2014 à Los Angeles, la première à Paris et la seconde à Los Angeles. Et alors, je sais pas où est-ce qu'on est dans la ville futuriste. 2044. Oui, mais je sais pas quel lieu c'est censé être. C'est Paris. C'est Paris, tout à fait Paris, oui. Paris aussi, je me souviens plus. Et donc, de façon transversale à ces 3 histoires, on va suivre un petit peu sa relation avec un homme dont le prénom, si je ne me trompe pas, change d'époque en époque. Ah oui. En tout cas, qui est toujours interprété par le même acteur, qui est George McKay. Et donc, voilà, on va suivre un petit peu leur romance impossible à travers les époques. Très lynchien. Le mot est dit, le mot est prononcé tout de suite, c'est vrai. Tout à fait. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de Moi, alors, de la c'est Bête, alors, un petit ajout par rapport à ton introduction. Le film est quand même adapté très lointainement et de façon très libre d'une nouvelle ou d'un roman très court de Henry James qui s'appelle La Bête dans la jungle, qui a d'ailleurs pour l'anecdote ou pour l'information a été adapté l'année dernière par le cinéma français aussi par Patrick Chia.
qui était aussi un film que je n'ai pas vu, mais qui me semblait, en tout cas, selon ce que j'ai lu, assez original, et de proposer une sorte de relecture aussi libre, tournée d'ailleurs autour de la danse et de la chorégraphie. Voilà, il me semble d'ailleurs aussi sur plusieurs époques, mais ça reste à vérifier. Je suis pas sûr de ce que je dis. Ce que je sais du livre originel, c'est que Bonello n'en a repris que l'idée de la peur d'une catastrophe à venir. C'est la seule chose qu'il a récupérée. C'est un très beau texte de Henry James, vraiment, vraiment magnifique. Et effectivement, en fait, la première scène du film, parce que l'histoire est plutôt racontée depuis 2044, puisque le personnage de Léa Seydoux, comme ça, revisite ses vies antérieures en quelque sorte, à partir de la relation qu'elle a eue, ou plutôt qu'elle n'a pas eue, avec un homme à côté duquel elle est passée en fait, au cours de ses multiples vies. Voilà. La première scène quand même qu'on voit dans le film, c'est celle donc, de 1910 à Paris, au cours d'une réception où se rencontrent ces deux personnages, et ça c'est très exactement la première scène du roman, de la nouvelle de Henry James, très vraiment rigoureusement reproduite. Et d'ailleurs, à mon avis, la force du film, moi j'ai vraiment beaucoup aimé La Bête de Bonello, en fait vient dans le dépassement et l'invention qui naît à partir de Henry James, mais globalement quand il reproduit et qu'il est très proche de la nouvelle, il est quand même beaucoup moins inspiré, et je trouve ce serait en particulier la partie puissant, plutôt film d'époque. Voilà, la partie film d'époque, en tout cas la première scène qui est assez faible, je trouve. Le roman date à peu près de cette période-là. Alors en réalité le roman est plus ancien, il date, mais c'est intéressant effectivement de le noter, puisqu'il date, si je ne dis pas de bêtises, des années 1880, mais ça reste à vérifier. Il me semblait que c'était 1902, je dis des bêtises. Alors peut-être que, mais en tout cas, honnêtement, je ne sais plus, mais la nouvelle, à mon avis, ne se passe pas du tout au début du XXe siècle, plutôt à la fin du XIXe. Enfin bon, la différence n'est pas très forte, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il décide donc de la situer précisément en 1910, et en l'occurrence aussi à Paris, chose différente par rapport à la nouvelle originale, parce que il raconte en parallèle une catastrophe qui a eu lieu à Paris à l'époque, qui est la crue, la montée des eaux de la Seine, et la crue qui a noyé, inondé Paris 1903, bravo. Et le chat l'a dit également. Et effectivement, en fait, les trois histoires que l'on verra sont toutes marquées, telle cette crue de 1910, par des catastrophes, des événements cataclysmistes de très grande ampleur qui ne concernent pas simplement les personnages. En 2044, visiblement, cet événement a déjà eu lieu en réalité, et en fait, le monde dans lequel que l'on voit les gens post-humanité, c'est ça, plus proche de du transhumanisme, où les robots, les intelligences artificielles ont pris le dessus. Et en 2014, effectivement, il y a disons, plusieurs catastrophes, on pourrait y revenir après, mais il y a surtout le tremblement de terre de la faille de San Andreas, qui bouleverse Los Angeles. Moi, c'est un film que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, extraordinaire, très très bien, extrêmement riche, mais surtout qui gagne en puissance, qui monte vraiment en puissance au fur et à mesure. Et il me semble qu'il y a une construction que j'ai pas réussi totalement à cerner, je sais pas exactement pourquoi il fait ça, mais qui me semble très juste, c'est de réserver l'apparition de la troisième histoire. Enfin, l'histoire, pas la troisième d'un point de vue chronologique, mais l'histoire de 2014, assez tardivement quand même. Au début, c'est plutôt des allers-retours entre 2044 et 1910, qui serait sans doute la première fois que cette femme, Gabrielle Monnier, rencontre Louis. Je pense qu'il a quand même le même nom, Louis Lewalski, enfin je suis pas sûr, mais il me semble que, bref, à vérifier. Elle rencontre pour la première fois, et ensuite, voilà, ils vont se retrouver tout au long du siècle. Et il me paraît que la troisième histoire qui est la plus forte, celle de 2014, qui arrive tardivement, donne au film un mystère et une complexité, notamment autour du rapport que le film entretient avec le temps contemporain, très belle, et moi je trouve émouvante. Pour rebondir sur ce que disait quelqu'un dans le chat, effectivement, il y a un peu une atmosphère lynchienne, au sens qui évoque les films de David Lynch, qui se dégage du film dès sa scène d'ouverture. Alors, je sais pas si on la raconte, on peut peut-être la raconter. Mais le tout premier plan, c'est-à-dire le fond vert, oui. Qui est, en plus, il est vendeur. En tout cas, je raconterai après, mais en tout cas, il y a une sorte d'étrangeté, un petit peu comme s'il y avait un mystère tapis, comme la catastrophe que redoute Gabriel pendant tout le film. Il y a des effets comme ça en permanence, d'écho, de résonance, qui donnent l'impression que finalement les choses vont se produire, vont se relier et vont culminer finalement sous nos yeux. Et c'est en particulier le cas dans la séquence 2014, qui en plus peut évoquer un petit peu, puisqu'on y suit Gabrielle Monnier, actrice à Los Angeles, Mulholland Drive d'une certaine façon. Et effectivement, il y a, on va dire, les scènes les plus troubles, à la fois émotionnellement, moralement, et sur ce qui s'y déroule, dans cette séquence-là, qui est aussi ma préférée. Je suis assez d'accord avec toi que, pour ma part, la partie film d'époque n'est pas la plus intéressante. Enfin, en tout cas, c'est la plus aplatie presque du niveau, au sens esthétique.
c'est vrai que Bonello a toujours eu un peu ce goût on pourrait dire de styliste pour la recréation et le filmage tout à fait élégant, on va dire, de décors, de costumes, que ce soit dans l'Apollonie, de Saint-Laurent évidemment. Et là, j'avoue qu'à part ça, je suis un peu sur ma fin en termes vraiment de mise en scène pure et dure, mais tout à fait, le film décolle, en particulier dans la troisième histoire. Ben, pour moi, là, je vais dégraisser un petit peu le film, entre guillemets. Pour moi, La Bête, c'est un film sur la disparition de la beauté. C'est un film qui étudie comment est-ce que progressivement l'humanité a dépouillé la réalité qui est la beauté et qui vient des émotions, qui vient donc de l'amour, de la haine, qui sont ces différentes émotions qui se multiplient au fur et à mesure du film, en essayant tout le temps de figer les corps. C'est cette figure de la poupée qui revient dans les trois histoires. Dans la première, c'est la poupée littérale, où on essaye de reproduire le corps humain en le figeant absolument, avec ce magnifique plan où Léa Seydoux imite un visage de poupée en se figeant complètement pendant 10-15 secondes qui sont absolument extravagantes. Dans la seconde histoire, c'est la chirurgie esthétique, et c'est le mannequinat qui va réduire les corps à vraiment une esthétisation absolue en essayant d'éviter le plus possible les émotions. Et dans la troisième, c'est littéralement des poupées, des sortes d'androïdes, en tout cas celle incarnée par l'actrice de Saint-Omer dont j'ai oublié le nom, mais qui est comme ça presque, oui c'est ça, un androïde, un robot, et qu'on essaye en plus de purifier les êtres humains en leur dépouillant de toute émotion. Ce que le film donc en fait raconte, c'est une vraie inquiétude. La peur de la catastrophe, c'est aussi la peur de la disparition totale de la réalité, parce que cette réalité, c'est ce qui crée la beauté. C'est dans la première histoire l'amour qui va faire naître ces émotions, cette beauté. Dans la deuxième, c'est la haine, qui elle aussi en fait est vecteur d'émotions puissantes. Et dans la troisième, malheureusement, l'histoire d'amour, il est trop tard. Un des deux a été vidé de ses émotions. Maintenant, l'amour ou la haine n'est plus possible. Maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est l'indifférence. Et oui, ils vont vers cette espèce d'état émotionnellement neutre, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces figures-là qui se multiplient au fur et à mesure du film racontent ça. Typiquement, la figure de l'eau. Tous les corps, à un moment, vont être figés, presque pris en stase dans de l'eau. Dans le premier, c'est la circonstance de leur mort, alors qu'ils essayent de sortir en passant par de l'eau, ils se retrouvent à mourir dedans. Dans le deuxième, c'est le corps de Léa Seydoux, qui à la fin flotte dans la piscine comme ça, même qu'elle vient essayer de laver son pied auparavant dedans. Et dans le troisième, c'est le liquide noir que le chat mentionnait aussi, qui vient comme ça absolument réduire le corps à néant, qui va même être le processus par lequel le corps va être dépouillé. Une espèce de chambre un petit peu... Oui, c'est ça, avec cette sorte de piqûre qui va rentrer dans l'oreille. Et pour moi, le titre du film, presque La Bête, ça renvoie à ce qu'on imagine tous de La Belle et la Bête, c'est-à-dire que la bête du film, c'est les émotions. C'est les émotions qui existent encore par la beauté, c'est le lien entre les deux. Les émotions et la beauté en tout cas, ou la peur de la perte de la beauté. Oui, voilà, c'est en fait le fait que les deux fonctionnent en binôme, et le fait presque que le titre sorte le concept de beauté de ce qu'il aurait pu proposer, c'est qu'il montre déjà que la beauté est en train de disparaître. C'est l'idée, à travers ces scènes en fond vert, de justement, la réalité a été enlevée de ces scènes, maintenant on est obligé de rejouer les émotions parce qu'elles ne sont plus filmées dans le réel. Et ce qui est assez troublant dans ces séquences où il mélange dans l'histoire de Los Angeles des sortes de plans comme ça, où il va remonter, revenir en arrière, presque interdire l'amour au personnage par le montage, c'est aussi une remise en question de son propre cinéma, où il annonce que, en montant, en queutant, en enchaînant les plans, il fait aussi disparaître la réalité, c'est-à-dire qu'il la truche, il joue avec, au lieu de laisser les choses se faire naturellement. Et oui, on peut dire que la première séquence du film, on voit Léa Seydoux qui est filmée dans un grand studio sur fond vert, qui est vraisemblablement une actrice à ce moment-là c'est difficile de situer le degré un peu de réalité de cette séquence, et quelqu'un hors champ qui semble être Bertrand Bonello lui donne des indications, et les gestes, les actions qu'elle fait ressurgiront plus tard dans le film. Il y a une sorte de parallèle qui est fait avec une situation que le personnage vit. Donc c'est une séquence assez étrange, c'est un petit peu délicat de la situer, mais effectivement il y a comme ça un petit peu en filigrane cette idée que finalement il y aurait un peu une sorte de dimension un peu méta qui existe aussi dans le film, et qui cumule, comme tu l'as dit, dans cette séquence finale, enfin pas finale, mais disons un peu la séquence d'acmé du film et la fin de l'histoire en 2014, où il y a des sortes de sautes de montage. On a l'impression que quelqu'un est en train de monter le film pendant que nous on essaie de regarder ce qui s'y déroule. Alors je sais pas trop ce que ça raconte en tant que tel, cette espèce de
mise en boîte supplémentaire, enfin de degré de réalité comme ça supplémentaire. Je sais pas si t'as une... Bah justement, c'est ce que je pense du fait que le montage même et le fait d'accumuler, de mettre en scène les choses déjà dépouille en fait de la réalité. Presque en fait, ça va de ce qu'on rencontre dans ce dont on parlera avec Hong Sang-soo tout à l'heure, d'une sorte de retrouver presque l'épure de l'émotion. Je pense que Bonello s'autocritique en montrant que finalement même la beauté plastique de ses films presque élimine une forme d'existence de l'émotion. Il l'écrit plutôt que de la laisser advenir. Mais pourtant ce film tranche pas vraiment à ce titre-là. C'est quand même un film extrêmement léché, contrôlé, soigné. Bien sûr, mais pour moi ça vient aussi de cette figure de la poupée que le film développe, c'est-à-dire du film de la figure de l'esthétisation, de la lisseur des choses. Il mettrait son propre style en échec d'une certaine façon. C'est ce que je ressens devant aussi j'ai l'impression que la première occurrence de jeu de montage dans la séquence de Los Angeles, c'est le moment où un split screen apparaît, où on a à la fois l'homme et la femme, chacun dans un plan, presque comme si au début les deux coexistent, les deux sont à prendre à équivalence et qu'en fait il va finir par trancher, refuser que les choses adviennent, etc. Après je me trompe peut-être, c'est quand même très difficile à saisir comme séquence. En tout cas moi sur cette séquence-là, elle était assez représentative de, je dirais un peu mes réserves vis-à-vis du film. J'ai pas du tout détesté, je suis qui a le moins aimé ici, mais l'étrangeté du film me porte quand même jusqu'au bout avec une vraie curiosité. Mais en fait j'ai un peu toujours l'impression, et c'est un peu... j'avais une impression similaire devant les quelques films de Bonello que j'ai vus, qui sont plutôt des films de son début de carrière, un peu l'idée d'un cinéaste très cinéphile, très conscient de ses effets, un petit peu cérébral. Et j'ai un peu l'impression, quand je vois La Bête, que pendant que moi je regarde un film, lui il est en train d'avoir une idée un peu derrière la tête d'un autre film. Et typiquement cette séquence-là, on est très investi dans ce qui se déroule dans la séquence, c'est un petit peu le pic de tension, etc., sans trop vous dévoiler ce qui se passe. Et finalement lui est en train de jouer un autre jeu en fait. Et pendant tout le film j'ai eu cette sensation que il y avait un autre film que Bonello était en train de faire, qui serait une sorte un peu de fresque existentielle sur la disparition du réel, qui serait pavé comme ça de signes, de métaphores, à la fois tournée vers les époques et autocritique, autoréflexive du cinéma, et qui à mon sens finalement éclot jamais complètement dans le film. J'ai l'impression que lui pense au puzzle en permanence, et que moi c'est pas du tout la partie qui m'intéresse. Et donc j'avoue que il y a un équilibre à mon sens, en tout cas moi j'ai senti une sorte de déséquilibre entre certaines séquences que je trouve assez faibles si elles n'étaient pas incluses dans ce dispositif général, typiquement toute la période 1910, et d'autres séquences qui sont très fortes mais qui sont diminuées par le fait que pendant que je suis investi à l'intérieur des histoires, lui est en train de penser à un autre film en fait, quelque part. Pour toi même la séquence des poupées dans la période de 1910 t'intéresse pas? Même le jeu avec l'eau, avec le feu qui arrive comme ça? Mais même typiquement cette scène, pour moi il la filme pas du tout du côté des personnages, c'est pas du tout une scène où la mise en scène adopte l'urgence, le danger, la nécessité tactique d'agir. Pour moi il filme du côté du tragédien qui sait déjà ce qui va se dérouler. Mais c'est exactement le sujet du film, c'est avec cette idée là des catastrophes dont les personnages pressentent l'arrivée. Et du coup, moi je regarde tout le film un petit peu de cet œil un peu circonspect du cinéaste qui sait déjà que son film va en fait me raconter quelque chose de, je sais pas, d'extrêmement un petit peu cérébral, en tout cas un petit peu poseur, quelque chose de cet ordre-là, et qui à mon sens ne m'arrive pas tout à fait, surtout n'éclot pas vraiment avec une sorte de révélation. Là-dessus, je suis un peu resté. À la fois j'aimais bien l'étrangeté du film, mais je trouve qu'elle est cultivée d'une façon un peu étrange. Mes camarades de Criticat avaient une expression un peu amusante de dire que c'est du Lynch mais un peu trop expliqué. Et en fait je trouve que c'est amusant parce que ça révèle un peu un paradoxe du film, c'est que il y a des moments qui sont de l'ordre de la véritable étrangeté qu'on n'arrive pas à qualifier, et d'autres moments où le film est surprenamment didactique dans la façon dont il veut nous montrer que c'est étrange. On a des scènes qui se répètent et à chaque fois il fait réintervenir les plans qu'on a déjà vus, comme si on comprenait pas de nous-mêmes qu'il y avait des échos, et donc ça donne au film une sorte de lourdeur paradoxale, comme s'il expliquait beaucoup certaines choses et pas du tout finalement le grand plan qui animerait tout le film en entier, quoi. En fait, pour moi, ça marche sur deux jambes. C'est le côté purement mise en scène, mise en cadre, et le côté actoral. Moi, j'ai la sensation que justement, la mise en scène nous raconte cette catastrophe à venir, cette sorte de... Presque les choses sont déjà mortes, quoi. Au moment où commence chaque époque, au moment où on découvre l'Incel, on se doute de comment ça va se terminer. On se doute du caractère mortifère du film. Et c'est aussi ce dont Léa Seydoux se doute. Elle a cette peur du futur catastrophique qui va advenir, que la mise en scène nous partage, et on fait face à cette femme qui vit dans la peur constante, qui vit presque dans la résistance émotionnelle de ces événements-là. Toi, tu as l'impression que la mise en scène
évoque cette idée de la peur. Moi, pas du tout. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'il filme du côté de quelqu'un qui écrit la tragédie, pas du tout du côté de quelqu'un qui vit la tragédie. Mais justement, moi ce que je dis, c'est que la personne qui vit la tragédie existe uniquement à travers de l'incarnation de Léa Seydoux, ouais. Et que la mise en scène raconte, elle est gérée, comme tu le dis, par quelqu'un qui écrit la tragédie. Comme si elle était perdue au milieu de cette sorte de grand dédale dans lequel elle essayait de toute sa force, de toute son humanité, de survivre, de faire advenir l'émotion. L'amour, c'est aussi ce qu'elle fait avec le personnage de Linsel, dont elle essaye de se rapprocher, elle vient lui ouvrir la porte, elle essaye de faire survivre les choses. Moi, je suis un petit peu en difficulté pour parler du film, parce que encore une fois, j'ai bien aimé, même si j'entends tes réserves, et pour certains, je les partage un tout petit peu, notamment le côté légèrement démonstratif et parfois trop explicatif du film, notamment pour ceux qui l'ont vu, tout ce qui a à voir avec le pigeon, je trouve que c'est un tout petit peu trop récurrent et que ça affaiblit légèrement le film. Mais par ailleurs, ce que moi je trouve très très beau et ce qui me rend les choses plus difficiles et me stimule aussi, c'est que, me rend les choses plus difficiles pour les exprimer, c'est que je trouve que c'est un film extrêmement complexe et très très peu simple à résumer, à comprendre. Pour moi, c'est un film assez abyssal et lynchien, mais je trouve plutôt du bon côté du lynchisme. Il me semble que notamment la partie donc, de 2014, qui est très mystérieuse parce qu'on s'attendrait à ce que le film, comme il sort en 2024, s'inscrive en 2024, pourtant il prend quelque chose qui est plus de l'ordre du passé déjà, comme si en fait on ne pouvait pas vraiment comprendre, le présent saisir le contemporain. Il y a toujours quelque chose d'un peu passé. Il me semble que, et j'ai pas vu Coma, le précédent film de Bertrand Bonello, mais c'était donc pour vous le présenter, même sans l'avoir vu, mais j'en ai lu 2-3 choses. C'est un film qui, en grande partie, était construit à partir d'images d'Internet et utilisait beaucoup, disons, l'imaginaire né des réseaux sociaux, d'Internet, voilà, de tout ce qui constitue aujourd'hui notre flux actuel de représentation visuelle. Et cette partie-là, notamment celle de 2014, je trouvais extrêmement riche, assez riche de ce point de vue-là. Moi, j'aime notamment beaucoup le passage où elle se retrouve à dialoguer avec une chiromancienne à distance, une voyante, et à un moment donné, à chaque fois qu'elle ouvre ce site qui est un peu obscur, elle tombe sur d'autres sites qui apparaissent comme ça sur son écran de façon involontaire. Et les images, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là, mais les images qui apparaissent à ce moment-là, je trouve, sont vraiment la marque de quelqu'un qui a compris ce qu'est le cinéma de David Lynch, quoi. C'est le mystère de ces hommes et de ces femmes, le bébé mort dans le plastique. Enfin, il y a quelque chose de profondément, je trouve, inquiétant. Et le film, quand je disais abyssal, dans cette partie notamment 2014, à mon sens, touche du doigt très bien cette dimension-là, à la fois primitive, inquiétante, quand la chiromancienne quitte la conversation, va dans la pièce, derrière il y a une image rouge, tout ça relève du cinéma de code assez balisé du cinéma de genre, mais je trouve que ça marche, j'ai pas d'autres mots pour le dire, contrairement à ce qu'il faisait dans Zombie Child, de son film sur les zombies, qui était aussi d'ailleurs qui était aussi construit de façon hybride avec deux époques. On suivait un homme en 62 à Haïti qui nous permettait de découvrir un peu l'origine mythologique du zombie, et par ailleurs une jeune fille en 2019, à l'époque contemporaine, dans un pensionnat, elle-même a été traversée par ça. Donc il y avait aussi une construction comme ça sur plusieurs époques. Il me semble que, moi je salue quand même l'ambition, je trouve, du film, qui n'est pas du tout, je trouve, à mettre au discrédit. J'entends le côté éventuellement trop cérébral, mais moi il me semble que le film est globalement vraiment réussi. Et je suis d'accord avec toi pour dire que dans la partie de 1910, là, il y a la crue de la scène que je trouve plutôt belle, parce que on n'en a pas trop parlé, mais il me semble que le film essaye de se connecter quand même à un climat contemporain que nous traversons. Il me semble que c'est un film quand même qui est plutôt bien en prise avec notre époque sur certains aspects, et notamment sur cette question de la catastrophe absolue. Alors c'est assez banal, mais disons, il utilise des légendes ou des peurs presque superstitieuses de notre époque, celle de Paris, de la crue de la centenaire qui devrait arriver, celle de Los Angeles qui un jour ou l'autre devrait être rasée à cause d'une faille. Et tout ça peuvent être vus comme des représentations métaphoriques des bouleversements climatiques actuels. Il me semble que le film là-dessus touche du doigt certaines choses, et surtout, même si
sur la partie 2044, je trouve que la représentation du futur est un poil conventionnelle quand même. On a beaucoup vu des villes vides, des gens avec des masques. Ça me paraît ce décor très aseptisé. Cela dit, pour moi, les costumes, je les défends vraiment beaucoup sur le côté futuriste, parce que les costumes ont un côté très ancré dans le contemporain. Enfin, on retrouve des pièces de vêtements qui sont totalement à la mode de nos jours, avec donc ces énormes manteaux très amples, très beige, des couleurs très atonales. Et avec ces sortes de masques à gaz purs qui sont totalement détonnants avec ce style. Moi, je trouve que vraiment les corps du futur sont détonnants. Rappelons qu'il a fait quand même Saint-Laurent, donc il s'y connaît en termes de vêtements, même si je ne trouve pas que ce soit non plus d'une puissance indépassable. Mais d'ailleurs, à propos de Saint-Laurent, quand même, et puis tu parlais en introduction aussi de Juste à la fin du monde, il faut quand même dire que le film initialement devait être, le personnage masculin principal devait être interprété par Gaspard Ulliel. Le film lui est dédié, et Ulliel, qui était sans doute un ami de Bonello, qui a joué dans Saint-Laurent, qui a incarné Yves Saint-Laurent. Voilà, donc c'est initialement lui qui devait interpréter le personnage de l'homme. Et pour terminer avec mon laïus, c'est que tu disais que le film avait pour thème la beauté ou une disparition de la beauté. Ça me semble juste, même si, à mon avis, je suis pas sûr de te rejoindre complètement sur le titre masqué de La Belle et la Bête. Pour moi, quand même, le titre c'est La Bête dans la jungle, quoi, le titre original de la nouvelle. Mais bon, et c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, c'est vrai. Mais c'est aussi, je trouve, une disparition. Enfin, tu l'as dit évidemment aussi, mais une disparition des affects et il me semble que là où par exemple Bonello tire un parti qui me semble pas inintéressant d'un point de vue presque historiographique de sa construction en 3 époques, c'est que tu l'as dit très bien, mais j'insiste du coup sur la construction comme moyen pour réfléchir sur une histoire possible de l'automatisme ou de la question de la figurine, de l'objet qui finit par atteindre les corps eux-mêmes. Mais d'ailleurs, je me permets de faire une incise parce que l'idée m'est venue, au-delà de la figure de la poupée, il y a aussi une autre figure qui revient dans le film, c'est la musique. La musique qui d'abord est jouée dans un opéra, c'est Madame Butterfly, ensuite qui est rejouée à la télé par des karaokés de chanteurs approximatifs qui émeuvent aussi les assez doux, même si déjà on est réduit à regarder la chose uniquement à la télé, et ensuite dans l'histoire finale c'est des salles de spectacle qui rejouent des morceaux de façon très mécanique. Une discothèque postmoderne par excellence. Ouais, c'est ça, où c'est une seule année qui est représentée musicalement. C'est fétichisation absolue. C'est amusant, mais ça rejoint un peu ce que tu disais sur presque l'espèce de paradoxe du style de Bonello, parce que lui il est très dans cette idée un petit peu fétichiste de la citation musicale, cinématographique. Et puis même temporelle. C'est ironique de dire maintenant les boîtes les boîtes ne rejouent que des morceaux d'avant, alors que littéralement dans son film, 2 des périodes sont des périodes du passé. Alors... La séquence entre les 2 femmes dans la corvette rouge et qui ne mène nulle part. Ah oui, celle où elle dans 2014 avec l'autre mannequin. Ah oui, mais où elle parle rouge de arrêté, oui. c'est ça. Quand elle discute, c'est ça, où elles disent ce soir on va aller en boîte de nuit, etc. Mais d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais parce que le film, encore une fois, je trouve, est pas aisément interprétable, mais il est probable que dans la partie centrale, celle de 2014, il y a quand même, et tu insistais sur l'image du split screen, mais qui à mon avis a un sens aussi, disons, narratif, puisqu'il est très probable que si le thème du film est, comme c'est une hypothèse possible, l'histoire de l'amour impossible, l'incapacité à vivre une histoire d'amour sereinement, il y a comment dire, presque franchir le pas ou passer le cap, il est très probable que dans l'histoire centrale, c'est lui en fait qui est bloqué, quoi. Auparavant, c'est elle qui a une peur qui la paralyse et qui l'empêche d'y aller à un moment donné dans la partie de 1910. Elle imagine, cela dit lui aussi a peur, mais on est plutôt du point de vue de Léa Seydoux, elle imagine que lui vient l'enlacer et personne n'ose parler. En 2044, disons, elle-même en fait tarde à déclarer sa flamme en quelque sorte et du coup le fait trop tard. C'est la tragédie qui va faire naître en fait le cri qu'on attend pendant tout le film, en fait, le cri face à la bête qu'on a un peu dans la séquence de 2014. On l'a un peu, mais en fait, étouffé. À chaque fois, soit il est étouffé, soit comment dire, il est provoqué par une cause qui est probablement pas la vraie, quoi. C'est l'ombre d'une bête, mais face à ça, en fait, elle s'illusionne, ou le film nous trompe un peu sur quelle est la vraie source du mal, ou la source de la peur. Et la source de la peur, à mon avis, c'est l'amour. Et donc, dans la partie centrale, le split screen peut être aussi une manière de de faire la représentation d'une sorte de spécularité, et c'est lui en fait qui en tant qu'incel homme qui haït les femmes, qui se construit tout un discours extrêmement
presque d'autocomplaisance ou d'autoconviction pour se refuser à la possibilité de l'amour. C'est plutôt lui qui va être dans la victime de cette peur. Et une toute dernière chose, après je rends le micro, il y a les Césars t'en profites parce que tu sais que soir. tu ne seras pas là pour les prochains streams. je monopolise la parole au maximum. Il y a eu les Césars vendredi soir et ça m'intéresse pas tant que ça, mais il y a eu quand même un prix intéressant, c'est que le prix du meilleur court-métrage, documentaire ou pas, documentaire je pense, a été décerné à La Mécanique des fluides, qui est un desktop movie réalisé par Gala Hernandez. J'ai un doute sur le nom de cette réalisatrice, je m'en excuse. Un film qui prend place sur un écran d'ordinateur. Exactement, sur les incels, sur le thème des incels. Très très beau film, je sais pas s'il est disponible en ligne, mais je vous le recommande très, très profondément. C'est un film extrêmement beau et qui, je trouve, propose une possibilité de représentation actuelle d'Internet, à mon avis assez pionnière, et je vous invite à le voir. Et voilà, je le dis parce que évidemment l'incel a une importance dans. Non, mais justement, je rebondis là-dessus. Je reprends le bâton de parole. Déjà pour dire au chat qui apparemment a vu le film, qui peut nous donner son avis pour savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Nous, on est positif. Est-ce que vous avez des clés de vision? C'est La Mécanique des fluides. La Mécanique des fluides. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Et donc oui, le chat, n'hésitez pas à donner vos avis si vos clés de lecture nous contredisent. Et je rebondis sur ce que tu dis sur les incels. Effectivement, c'est aussi, je pense, ce qui participe à rendre la partie 2014 la plus intrigante, c'est que il filme donc incel, peut-être tout le monde n'est pas familier avec le terme, mais en tout cas, c'est ces jeunes hommes qui détestent les femmes et qui, par suite un peu de frustration personnelle, souhaitent leur faire du mal d'une quelconque manière, qu'en tout cas qui se ferment complètement à ça. Et c'est une figure que moi j'ai jamais vu représentée vraiment à l'écran, en tout cas pas frontalement comme ça. D'ailleurs Bonello, donc on voit le personnage se filmer, il tient une sorte de blog où un peu il s'auto-persuade du bien fondé de sa quête vengeresse envers les femmes qui l'auraient tant blessé. Et ces vidéos-là sont en fait des reenactments, enfin des reproductions de vidéos d'un véritable incel qui a existé et qui, je crois, est passé à l'acte. Mais donc il y a cette idée comme ça de s'inscrire vraiment autour de questions assez vraiment contemporaines et un peu innovante en tout cas en termes de représentation au cinéma, ce qui je trouve est paradoxal, parce que à côté pour moi le film sur la question un petit peu de regarder le contemporain est parfois beaucoup moins habile, enfin c'est vraiment un peu de tout ou rien. Tu citais la séquence un peu de desktop du film, on est sur un bureau d'ordinateur, je trouve que c'est une séquence vraiment d'une ringardise extrême, il y a une sorte un peu de technophobie comme ça pendant tout le film. Ça m'a fait de ringardise, parce qu'il y a ce truc avec tous les pop-up qui apparaissent, qui ressemblent à aucun écran d'ordinateur dans l'histoire de l'humanité. Avec cette sorte de son qui se multiplie les couches. Ce truc très criard qui ressemble pas du tout à l'expérience d'aller sur internet, mais en fait ça m'a fait un peu penser alors un film beaucoup moins bien, mais au dernier film de Palma qui s'appelle Domino. On avait l'impression pour lui que donc c'est une sorte de polar qui tourne à la quête contre le terrorisme en gros, et il y avait cette idée qui était déjà aussi dans Redacted que finalement internet serait presque fait pour là en l'occurrence le terrorisme et la violence chez De Palma, et là quelque chose d'un peu cousin chez Bonello. Enfin il y a cette espèce de regard, je dirais unanimement désenchanté, mais de façon un peu on va dire pauvre pour pas être plus vilain, mais et que je trouve on retrouve dans pas mal d'aspects du film. Enfin, tu as décrit le futur que je trouve vraiment pas du tout intéressant, vraiment usité jusqu'à la corde, cette espèce de futur désaffecté, très aseptisé, blanchâtre, comme ça, clinique. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est aussi de... Dont on verra un autre exemple dans une semaine. Ce qui est intéressant avec moi, je trouve la vision du futur vraiment chouette, parce qu'il y a vraiment la vision... Enfin, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de mondes futuristes qui sont littéralement des décors existants aujourd'hui, mais juste dépouillés de gens, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit des représentations du futur qui sont très communes, parce que les endroits... Déjà ça, non bah non, c'est beaucoup plus néonisé, exposé. Là, c'est vraiment des rues de Paris vides. Ou même, il a trouvé des ponts particuliers dans le 17e qui sont un peu style futuriste, mais c'est des ponts qui existent déjà, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette représentation du futur, c'est que tout ce qu'il a récupéré, à part cette sorte de piscine de fluide bizarre ou ces boîtes de nuit, cela dit, la représentation des boîtes de nuit du futur est pas tellement non plus... non, je pense que même les boîtes de nuit sont très contemporaines finalement. Mais d'ailleurs, il y a donc un personnage, comme vous l'avez dit, de robot en fait, qui vient la conseiller, que je trouvais vraiment un personnage très mauvais, pas du tout... il s'est absolument pas... rude quand même. Non, mais il s'est absolument pas creusé du tout ce qu'il veut faire avec ce personnage-là, c'est pas du tout intéressant à mon sens. Et je mettrais aussi dans ce panier-là, même si avec Loïc on n'est pas d'accord, mais ça révèle quelque chose finalement, c'est qu'il y a une séquence où on voit Gabrielle Monie en 2014, actrice,
sur un plateau de tournage c'est pas très clair, c'est soit une pub, soit un truc de sécurité routière, mais en fait c'est les deux en même temps, où elle se retrouve à nouveau sur fond vert, et c'est une sorte de, je sais pas comment dire, mais c'est Nanni Moretti quoi, qui regarde Netflix, c'est-à-dire séquence prototypique de dire mais aujourd'hui tout est fait sur fond vert, même l'enfant qu'elle tient dans les bras, ce qui est vraiment, enfin je trouve. Mais est-ce que cette séquence-là, c'est pas quoi, la récupération en elle-même du film, avec ce moment où donc elle doit jouer en même temps l'amour qu'elle a envers son enfant, en même temps la peur de la voiture, et en même temps à ce moment de doute, d'hésitation entre choisir l'amour de son enfant, choisir le téléphone et la technologie, et que c'est ce moment de doute qui la tue. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est presque que cette séquence incarne, encore une fois, une forme d'autocritique de son propre film à Bonello, quoi. Ouais. Bon, alors pour une mini parenthèse, je pense qu'on est un peu trop prompt parfois à penser que les cinéastes sont suffisamment malins pour faire leur autocritique, hein, c'est un peu la porte ouverte. Mais non, mais je vois le film a l'air assez conscient de lui-même quand même. Ouais, mais il ressemble exactement à tous les autres films de Bonello quand même. J'ai pas vu les autres films de Bonello pour le coup. Non, mais surtout, je pêche là-dessus. Mais cela dit, ça explique aussi notre différence d'appréciation, c'est que c'est une séquence qui a du sens, même sur l'idée de désincarnation, de dématérialisation. Symbolique en fait, et j'avoue que moi les pistes symboliques dans les films, enfin essayer de déchiffrer les métaphores, les réseaux de symboles, ça m'intéresse absolument pas. Pour toi enfin moi ça me saute aux yeux quoi. Et quand moi cette séquence là, c'est d'y réfléchir. Oui, mais pour moi, enfin en tout cas c'est pas du tout ce que je viens chercher au cinéma, enfin pour moi faire du cinéma le lieu du déchiffrage m'apparaît pas du tout comme un horizon. Déchiffrage, hein. Pour moi c'est quand même ça la différence avec Lynch, c'est que Lynch c'est le gouffre, Bonello c'est plus j'ai l'impression qu'il a une pensée très structurée et qui s'amuse à cacher des choses, à mettre des petits indices, à mettre des pigeons à mettre des petits pigeons à droite à gauche pour quand même essayer de relier les points. Et j'avoue que voilà, moi c'est une part du film qui m'intéresse pas beaucoup, et précisément tu as cité le plan tout à l'heure, mais je pense que la séquence que je préfère c'est la fin de la séquence en 2014 où il y a cette apparition où pendant un plan on pourrait dire qu'il filme la bête, ou pas vraiment parce qu'il filme, c'est très court, une sorte de t'aimes le plan tourneur de projection. Exactement, bah c'est vrai, en même temps c'est dit comme ça, c'est logique. Non mais il filme une sorte un peu d'ombre chinoise très menaçante, et finalement c'est le moment le plus incarné du film aussi quoi. Je pense que c'est aussi pour ça que je préfère ce moment là. Même globalement. T'aimes pas la séquence quasiment, ou peut-être littéralement finale du film, au moment où elle comprend que lui a déjà fait sa purification et... Non, pas beaucoup, mais j'avoue qu'en fait, ça, c'est fort. Je pense que je suis resté très loin du film parce que l'histoire entre ces deux personnages me paraît souvent pas du tout incarné, enfin à part pour la séquence 2014, mais c'est incarné sur autre chose que le lien amoureux. Mais en fait on arrive en 1910 et on a l'impression que entre eux l'essentiel est déjà joué d'une certaine façon, qu'ils savent déjà qu'ils pourraient développer un amour l'un pour l'autre et vont ensuite être confrontés à l'impasse de le concrétiser. Mais en fait dès cette séquence ces séquences qui sont quand même recouvertes d'une sorte de glacis un peu plus académique, moi je suis pas du tout comment dire, je trouve que Bonello, c'est un bon cinéaste de climat, et je pense que c'est ce que je préfère dans le film, mais ça s'en tient un peu là, enfin en tout cas pour ce qui m'a vraiment plu dans le film. Mais ça reste un film intéressant, comme tu l'as dit, très ambitieux, et c'est tout à fait... C'est dommage parce que, donc en fait c'est juste que c'est ça, le projet du film te parle pas, parce que c'est en effet un film sur le glaçage et sur l'absence de l'émotion forte, donc toi tu reproches cette émotion forte, sauf que c'est le projet du réal pour le coup. Mais oui, mais sauf que là typiquement la séquence de fin repose... La réussite de la séquence de fin repose sur l'émotion qu'on ressent pour l'amour envers ces personnages. Non, pour moi, c'est vraiment juste le gouffre de l'amour a disparu, quoi. Parce qu'on comprend que cette femme est une anomalie, qu'elle est quasiment la seule à ne pas s'être vérifiée. Il y a quand même une part de pardon, excuse-moi. Et qu'il y a un tragique qui est plus... Enfin oui, c'est le mot tragique, je pense, c'est bien. C'est un tragique presque existentiel de l'amour est mort, plus que de... Mais l'amour est mort avec lui, quoi. C'est plus possible avec lui. Je sais, mais je veux dire qu'en effet, la relation entre les deux est pas très incarné, mais vu que pour moi le film traite de la désincarnation, pour moi c'est absolument limpide que ce soit comme ça. Pour moi ça fait pas vraiment processus en fait, je trouve que le film est désincarné même dans les séquences où il devrait être le plus incarné d'une certaine façon. Et mais en fait comme tu l'as dit, mais encore une fois c'est presque une question de décalage de position de regard, c'est que cette séquence de fin elle fonctionne d'un point de vue presque je sais pas intellectuel ou absolu, de dire l'amour est devenu impossible, mais je trouve que son incarnation à travers ces personnages moi me convainc pas, enfin en tout cas je souscris aux idées mais pas tant à leur incarnation sensible quoi.
Est-ce que tu veux finir, Mathieu, sur le Non, film non, ou est-ce non. qu'on passe au quiz? Mais juste pour le défendre après, mais ta diatribe, mais qui est quand même juste sur beaucoup d'aspects, et je serais prêt à y souscrire sur beaucoup d'endroits. Mais il y a quand même, je trouve, pour aller dans le sens de l'incarnation, peut-être que c'est vrai que du côté de l'homme, il y a une faiblesse, mais on en a un peu parlé finalement aujourd'hui, mais je trouve qu'il est assez doux et inouï dans ce film. Et moi, pourtant, c'est pas du tout une actrice que j'aime particulièrement, même si elle a fait beaucoup de films très importants et je suis prêt à le reconnaître, mais dans ce film, je la trouve vraiment très, très excellente. Et elle tient, c'est presque un défaut, surtout au début, je trouvais que la caméra était happée par Léa Seydoux et rien n'existait à part elle. Et donc tout tient vraiment sur... Son espèce de magnétisme s'accorde très bien à la mise en scène de Bonello. C'est effectivement le plan dont tu as parlé, qui est apparemment le premier que Bonello a tourné, enfin qu'ils ont tourné tous ensemble, celui où elle se fiche pour devenir une poupée. Ça a coupé le souffle et elle est comme ça pendant tout le film. Et jusqu'à la fin, et pour moi, ce qui est beau en termes purement de réalité et de possibilité d'y croire à la fin, c'est son cri, enfin son geste, son geste de recul, cet hurlement, moi, me paraît vraiment, vraiment juste et emporte le film avec lui jusqu'à ce QR code. Ah oui, c'est vrai que générique. Et oui, on l'a pas mentionné, mais provocation quand même. Je sais pas si l'équipe du film était d'accord avec ça. Mais effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le regard sur la technologie, le 2.0. Donc le générique du film effectivement apparaît sous la forme d'un QR code. Donc il n'y a pas les noms qui défilent. Il y a des noms, quelques noms au début du film, mais l'essentiel des noms est remplacé par un QR code à scanner qui donne accès à une vidéo qui contient le générique, ainsi qu'une petite séquence qui vraiment n'a aucune incidence sur la compréhension générale du film. Et voilà, pourquoi faire ça? Idée absurde. Si ce n'est d'essayer de mettre de son côté un peu des signes du contemporain, mais qui sont déjà un peu ringards. Enfin, le QR code, c'est quand même pas le. C'est pas ringard. Chaque fois qu'on va au restaurant, ils nous mettent un QR code pour le menu. Oui, mais plus personne s'étonne d'un QR code. Enfin, je trouve que c'est une idée. Pour éviter de s'enfermer dans le tunnel du trop désincarné ou justement désincarné, je propose de passer à un quiz. La semaine prochaine, pour moi, fait ça de façon bien plus problématisée, je trouve. Je crois pas. Je pense pas non plus. Mais bref. Tu parlais des nombreux films de Léa Seydoux. Oui. On a parlé de la poupéification du visage un peu figé de Léa Seydoux. Donc je vous propose un quiz spécial Léa Seydoux. Excellent. En gros plan. Il faut essayer de trouver de quel film vient le gros plan de Léa Seydoux. Mais là, c'est le plan du film ou tu l'as C'est un très gros plan. Des fois exagérément serré. Oui. Ça me rappelle un quiz qu'on a fait sur le crâne d'Éric Judor. Tout à fait. Donc là, c'est retrouver le visage glacial de Léa Seydoux. De quel film vient-il? Elle est vachement jeune, j'ai l'impression. Tu l'as? Elle est pas si jeune, je pense. Elle est pas si jeune? Oui. C'est un film qui est pas qu'en noir et blanc. Tout à fait, c'est un film un peu funky et j'ai pris ce plan-là d'ailleurs pour jouer. Enfin, encore une fois, je rappelle les règles du quiz. Nous, on dit G, puis on peut vous donner des indices pour que le chat. C'est le premier ou c'est l'introduction? C'est le premier. Ça sert des deux. Vous comprendrez pourquoi juste après dans l'enchaînement. Moi, j'ai pas. C'est The French Dispatch. Oui. Exactement, c'est The French Dispatch. Bien joué. Léa Seydoux, voilà. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. Là. Exactement. Allez, on continue. D'où vient Léa Seydoux? J'ai une idée, mais... D'où vient Léa Seydoux? J'ai une idée. Je sais plus ce qu'elle a fait. C'est pour rappeler, je profite de ce quiz là. Exactement, c'est The Lobster. Très bien joué. C'est pour un peu rappeler aussi à quel point elle a joué dans des films divers et variés, à quel point sa palette d'actrices est improbable. Quoi. On la retrouve absolument partout, dans des endroits très surprenants. Mais c'est super compliqué. Les gens sont forts, mais... C'est un film des States, ça, non? Ouais. Tu l'as? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Mission Impossible? Oui. Ok, tu l'as grillé tout de suite? J'étais pas sûr parce que ça aurait pu être... il y en a d'autres des films des States finalement. Mais en plus, le dézoom peut aussi servir de deuxième indice si les gens ne l'ont pas. Parce que le plan en entier est plus simple. T'es tous trop forts jusqu'à maintenant. Pour le moment, c'est monstrueux. Je sais aussi, je pense. Mais... Celui-là, il est cocasse. Et la qualité d'image rend pas juste ici. Ben justement, c'est du très 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 serré. Donc des fois, le serré détruit l'image, quoi. Plus tard, ça va être exagérément. Ça va être un petit visage sur un plan large et... J'ai hâte. Moi, j'ai une idée, même. Je pense que Clément là. Je peux donner un petit indice. On l'a mentionné ce film tout à l'heure. Ah oui. On l'a mentionné. Similarité thématique. Enfin thématique. Un peu de loin, mais. Ou comme on pourrait dire. Matériel. Ouais. Matériel.
Ça ressemble, les plans ressemblent. Il y a des trucs, il y a un intérêt, il y a une forme. C'est un film du... je montre le plan large donne la réponse tout de suite, je pense. Est-ce que les gens l'ont davantage avec ce plan large? Bidou et le ventre, c'est le transhumanisme à 100%. Sur le bidou, elle a une sorte de télécommande. D'accord, ah oui, ça me dit un truc ça. Ah, mais c'est littéralement toi qui as mentionné le film tout à l'heure. C'est toi qui as mentionné ça? Oui. Donc je l'ai vu en plus. Je pense. C'est Crimes of the Future. Tout à fait. Ah le oui, Cronenberg vrai, dans lequel elle a joué en 2019. Les crimes du futur. Et exactement. Et oui, bien joué. Bravo les amigos. Et on continue. Aussi, il y a un truc de quel genre de lumière, quel genre de... Celui-là est plus dur et le plan large est assez similaire parce que c'est un gros plan. 2022, ah oui, c'est hyper récent, Crimes du futur. Bien joué. C'est aussi un film qu'on a mentionné. Oui. Ah oui. J'avais tu vois, une petite idée, mais... Parce que t'as dit c'est un gros plan. Ouais. Non, je sais pas. Allez, je monte le plan large. Voilà, waouh. Ouf. On a mentionné ça. Oui. Il y a un acteur dont on a parlé qui joue aussi dans ce film. Ah, d'accord. Tu l'as? Oui. Ouais. Eh oui. J'avais oublié qu'elle jouait là-dedans. Tout à fait. Est-ce que le chat a le film? Est-ce que le plan large est l'indice? C'est donc un film, on peut dire, avec Gaspard Ulliel. Tout à fait. Gaspard Ulliel. Notre cher ami mort dans un accident de ski. C'est coup dur. Comment on dit, un asquidant. C'est ce qui est marqué sur ça, Pierre Tombal. Bon, Clément, tu veux donner la réponse? C'est juste la fin du monde. Tout à fait, c'est le Xavier Dolan. Dolan, le Xav. Exactement, le Xav. Et on continue. J'ai une idée. Je pense que tu l'as, Clément. Je pense. Mais en même temps, finalement, ça pourrait être plein de choses. Juste la fin du monde, bien joué, le chat. Bravo. C'est fort, gros niveau. Non, je sais pas. Allez, celui-là, je donne le plan large parce que c'est un peu technique. Déjà que le plan large n'aide pas beaucoup plus, mais je pense qu'il confirme les suspicions de Clément. Ça sent l'interrogatoire. Ça sent l'interrogatoire. C'est un film de Desplechin. C'est un film français. Un film de Desplechin. Qui est un fidèle de Léa Seydoux. Enfin, en tout cas, il l'a dirigé 2 fois déjà. Peut-être 3. Bah, il y a Tromperie. Ouais, il y a Tromperie. là-dedans. Le Desplechin. Le Desplechin. Tout à fait. Le D, je sais plus comment il s'appelle. Il vient d'une certaine ville. Voilà, Roubaix-Lumière. Tout à fait, c'est exactement ça. Roubaix-Lumière. Elle est bien. Elle est forte. Là, technique. Peut-être que la pâleur, les lèvres, la coupe de cheveux un peu surprenante. Le plan large donne la réponse tout de suite, je pense. J'ai choisi de ne pas prendre le plus évident pour ce film-là. On connaît bien. Non, on va trouver. Mais on va trouver parce qu'on l'a aussi mentionné tout à l'heure. Waouh. On sait combien de films. Nom d'une pipe. On a parlé de beaucoup de films de la Est-ce que c'est La Bête? Non, j'aurais pas juste mis La Bête. Par contre, c'est, je sais pas. Oh, bien sûr, ok, d'accord, c'est deep. C'est deep, hein. C'est les deep cuts. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça le décor autour. Oui, j'ai pas pris le plan le plus évident du film. Mais non, si, ok, très bien. Film de Christophe Gans. Exactement, en 2014. Donc assez tôt dans la carrière de Léa Seydoux. D'ailleurs, j'ai pas mis La vie d'Adèle parce qu'elle a des cheveux bleus, c'était trop simple. Oui, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup à La Bête. Après, il y a bien un plan, on voyait juste sa bouche, non? Ouais, mais j'allais pas mettre juste la bouche. Ouais. C'est un niveau de radicalité introuvable. Donc, si personne ne trouve, Clément. C'est La Belle et la Bête, tout simplement. C'est La Belle et la Bête. La version de Christophe Gans avec Seydoux et Vincent Cassel, si je ne m'abuse. Et c'est parti, on continue. Attention. Celui-là, c'est un très vieux dans sa carrière. Je crois que je sais. C'est quelle lettre le réal? H. Tout à fait, c'est celui-là. Tu as le film. Ouais. Tout à fait. Film 2008, français. nul, je crois. Ah ouais? Non, c'est pas nul, mais... T'as le droit de le dire, on va pas se... Il y a Louis Garrel avec. On va pas se vexer. Bien sûr. Non, c'est pas nul. Je monte le plan large pour potentiellement aider. Ça n'aide pas beaucoup plus, mais... C'est vrai. La belle personne. Oui, c'est La Belle Personne, exactement. Absolument. Bravo. On continue. Ça, je pense que je sais. Une espèce de lumière un peu ouatée, là, comme ça, qui nous caresse. Un peu une petite caresse, là, ouais. J'ai une petite idée. On a mentionné la ville dans laquelle se passe le film. On en a beaucoup parlé, d'ailleurs. Beaucoup. Ah non, mais c'est pas ça. Ah?
La ville dans laquelle se passe. On a parlé de Ça, Paris, c'est- de Los Angeles. Ah, c'est ça Midnight in Paris, Ah oui, non, j'avais exactement, pas c'est de- Midnight in Paris. Au cas où, il y avait Owen Wilson de dos Ah dans ouais, le plan et large pour un peu là, aider, d'accord. mais Là, ok. le Mais peuple elle est joue trop fort. oui, Eh oui, elle joue dans trop de films. On continue, celui-là, particulièrement technique. Oh, c'est Bresson. Hein. Le plan large donne la réponse, je pense, mais le gros plan est hyper obscur. D'autant que Donc, je après, ne Scarlett savais pas qu'elle Johansson. jouait dans ce film-là, et je l'ai découvert en regardant un peu sa fiche Wikipédia. Je pense que je vais direct vous donner le plan large parce que Ok. c'est beaucoup trop technique. Ah, c'est ok. C'est Chris. Non, c'est pas. J'allais dire Chris Isaac, mais pas du tout. C'est Oscar Isaac. Oscar Isaac. C'est Oscar Isaac. Oui, d'accord. Ok, je sais ce que c'est. Toi, tu sais. Tu t'en souviens de ce Oscar rôle-là. Isaac, oui. Mais je savais pas qu'elle était là. Les petits Ouais. ils font des bisous. Et ouais, ok, d'accord. Ils font des bisous dans un film de Ridley Scott. Et ouais. Oui. Et ouais. 2010, donc aussi avant La vie d'Adèle. Oscar Isaac joue dans 2 films de Ridley Scott. Il joue dans Mensonge d'État, Et dans celui-là. Robin des Bois, exactement Eh Alex. oui, bien bravo, sûr. bravo, bravo. Il en reste 2. Attention, maintenant on passe au plan ridiculement gros. Waouh, waouh, waouh. Bah là, ça peut être tout. Hein. Là, comme ça. Le dernier est absolument impossible, je pense. Celui-là, le Il y plan a large donne la James Bond réponse aussi, instantanément. il y a James Bond qu'elle a fait. C'est lequel? C'est ça. Bah, elle joue dans. S'il y a du Dans soleil, Spectre. c'est ouais, Spectre. Ouais. Ça sent le Spectre. Eh bien, on dirait bien que c'est la bonne réponse. Oh, chers waouh. amis. Bravo, Damn. bravo. Et attention, le dernier, level hardcore. C'est vrai qu'il y a. En fait, il faut imaginer le niveau de la De gros plans, oui, l'éloignement c'est ça. du plan par rapport au niveau de pixelisation. C'est aussi un film de 2010, je crois. Elle joue dans une seule scène de ce film, et c'est un film archi connu. Archi connu. De 2010, 2010-2011, un des deux, je sais plus. intouchable. Euh, Elle a une scène. Elle a une seule en scène, 2010. et c'est une scène. Bon, là, je pense que je vends un peu la mèche, mais c'est une seule scène avec des. Enfin, c'est un film américain Ok. dans lequel il y a la coprésence de plusieurs actrices françaises connues et un acteur français connu. Ok. Mais c'est pas les personnages principaux du film, du coup. Non, pas du tout. Ok. Enfin, une des actrices françaises, si. Il se trouve que c'est Léa Seydoux joue la sœur d'un des personnages principaux du film. Ça me dit quelque Est-ce que, chose. mais... est-ce que je vous montre le plan large? Vas-y. Je pense qu'il vous donne la réponse tout de suite, mais bon. Peut-être pas, finalement. Aucune idée de ce que c'est. Non, c'est vrai que le plan ne donne pas forcément On la voit réponse. l'actrice française connue qui. Non. Waouh. C'est un film américain, t'as dit. C'est un film américain qui commence, c'est la scène d'introduction du film. Ah On oui, est- oui, voilà, j'ai. tu vois. D'accord, ok. Bah, tu peux la C'est donner. Clément l'a pas vu, ouais. C'est Ouais, Tarantino, tout tout à à fait, c'est Tarantino, et c'était Ah, elle joue dans Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Ah oui, je savais pas du tout. C'est vrai que qui c'est. ouais. J'avais oublié. tout à fait surprenante carrière, cette Léa Je crois que c'est Seydoux. 2009. Ah Inglourious oui, il y a Basterds. moyen. Mais j'aurais moyen. pas trouvé, c'est pas parce que. Il n'y a pas Ah oui, il y a des trucs que Je me j'aurais suis trompé d'une Tu nous as mis année, complètement c'était sur la fausse piste, impossible. Loïc. Voilà, non, j'ai Tarantino, carrément ouais, bien menti. joué. Waouh, ok. Et voilà, c'était Impressionnant, Tarantino, magnifique tout à fait. quiz. Est-ce que c'était plus ou moins dur que le crâne d'Eric Judor? Je sais pas. Il n'y avait pas de piège. C'était équivalent. Il n'y avait pas de piège. piège. ouais. Il y avait pas de piège. Bon, qui veut nous lancer sur Woke Up? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont vu Woke Up, le dernier Hong Sang-soo, réalisateur prolifique qui sort 2 films par an? Est-ce que vous avez vu ce nouveau cru qui est sorti il y a 4 jours en France? Quelques jours, eh oui. C'est un réalisateur qui tourne plus vite que la distribution. Puisque le film est sorti en réalité en 2022 et Yes. ne nous atteint qu'en 2024. Et, C'est un mais oui, défi. c'est ça. Je pense qu'il y a un délai qui est lié au festival de cinéma. Parce qu'il faut que tous Ouais. ces films passent en festival. Et du coup, ça retarde à chaque fois la sortie. Ce qui fait que, là, je pense qu'on aura plus tard dans l'année un film qui était, je crois, à la Berlinale de l'an dernier, qui est Et In ça, Water. d'accord. En ce moment, à la Berlinale, il y a un film avec Isabelle Huppert qui, du coup, je pense, sortira pas avant l'année prochaine. Ouais. Bon, c'est tout un décalage. Voilà. Voilà. Oui, il a eu le Lion d'argent. Et oui, l'ours, elle le a- grand prix du jury. L'ours, oui. Avec son film avec Isabelle Huppert, tout à fait. Qui s'était dit, qui se lançait sur la présa de Hong Sang-soo? Ah oui, c'est peut-être moi, j'avais proposé de peut-être le faire. Fais-toi plaisir, oui, je t'en prie. C'est pas un cinéaste que je connais absolument Je connais par cœur. très très bien par cœur. Je T'as sais des notamment. posters de lui chez toi. Ne t'énerve pas. Pas de ses films, hein, de lui. Donc c'est un cinéaste. Agrandi comme les photos de Léa De Seydoux. Léa Seydoux, tout à fait, beaucoup trop pixelisé. Donc c'est quelqu'un qui commence à tourner en 1996. C'est un cinéaste sud-coréen qui est, comme on l'a dit, favori des festivals de cinéma. Pourquoi? Parce qu'il a une méthode, une approche de cinéma qui est très unique quand même de nos jours. C'est
quelque chose qui s'est en plus radicalisé au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que là, il y a 6 ou 7 ans, il a créé sa propre boîte de production pour pouvoir ne financer que ses films à lui. L'idée, c'est de dépouiller le plus possible le cinéma de la technicalité et même des techniciens, dans la mesure où ce film-là, comme plusieurs autres auparavant, il est réalisateur, scénariste, chef opérateur, monteur, musicien, donc producteur. Et il y a plus grand monde sur son plateau de cinéma, quoi. Et depuis ses derniers films, et c'est déjà une stratégie de mise en scène qu'il avait depuis longtemps, c'est beaucoup de plans fixes, des plans sans montage, généralement assez larges pour que les acteurs puissent avoir le temps de développer. Vraiment, c'est des films d'acteurs absolument. Des films où il écrit souvent le scénario le matin même ou la veille au soir pour le lendemain. Et qui joue toujours sur une approche de qu'est-ce que c'est que le réel. Vraiment, pour Hong Sang-soo, le cinéma, c'est pas différent de la réalité. Le cinéma, ça doit être une continuation absolue de la réalité. C'est déjà un petit peu ce que Eric Rohmer essayait de développer dans son cinéma, donc de la nouvelle vague à partir des années 60, 70, 80. Et Hong Sang-soo récupère toutes ces thématiques romériennes, tous ces personnages. C'est aussi un cinéaste très homogène. Rohmer, qui à l'époque ne filmait que son milieu, que la petite bourgeoisie française. Hong Sang-soo, lui, filme beaucoup le milieu du cinéma, le milieu des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, des musiciens, et essaie de les filmer à hauteur de vie, c'est-à-dire qu'un personnage de cinéaste ne va pas être un personnage de cinéaste inventé, ne va pas être romancé, c'est vraiment quelqu'un d'humain comme nous tous, qui a les mêmes longueurs dans ses phrases, qui boit de la même façon que nous, qui mange de la même façon que nous. Qui boit plus que nous quand même. Ça dépend des gens. Mais coup dur si vous buvez autant que les personnages dans les films d'Hong Sang-soo. Cela dit, dans celui-là, ils boivent de façon honnête. Mais Hong Sang-soo est donc, c'est pour ça qu'on fait une blague dessus, connu pour faire vraiment boire ses comédiens pendant les scènes, pour avoir un vrai état d'ébriété qui n'est pas donc mis en scène encore une fois comme on peut le trouver dans beaucoup de films avec ces sortes de comédiens qui font semblant d'être alcoolisés et qui essayent des grandes performances comme ça. Non, chez Hong Sang-soo, c'est très simple. Les gens boivent vraiment, disent leurs répliques quand même, et donc ça se manifeste par, j'imagine, un ralentissement des corps, une euphorie plus présente. Les acteurs jouent souvent de la guitare, généralement restent assis, beaucoup assis, et dans Woke Up, c'est exactement ce qui se passe. Et oui, tout à fait, mais tu as assez bien décrit, en tout cas, on pourrait dire la méthode Hong Sang-soo. C'est vrai qu'il fait partie des cinéastes qui ont une sorte un petit peu d'identité quand même extrêmement marquée et qui va décliner comme ça de film en film. Le plan Hong Sang-soo par excellence, ce serait un plan de profil où des gens mangent à table et discutent et voilà, avec des plans qui durent un certain temps. Et même d'un film à l'autre, on pourrait dire que les situations se répètent, les personnages se ressemblent. Je me demande si d'ailleurs, il me semble que certains noms de personnages reviennent, comme si les personnages du film 2 étaient une continuation des personnages du film 1. Tu voulais dire un truc, Mathieu ? Non, c'était une blague qui me venait dans la tête. Je me suis dit, un jour, il faudrait qu'on fasse une émission Twitch à la Hong Sang-soo, un fanfic. On est là avec notre de côté, nos verre d'alcool coréen. Et en parlant des personnages qui reviennent, les acteurs aussi sont absolument récurrents chez lui. Et donc, en fait, c'est vraiment un cinéma, on pourrait dire, de la variation. En fait, les situations se répètent, se ressemblent, avec à chaque fois des micro-décalages. C'est généralement, pour faire simple, on va dire, un personnage artiste qui revient vers des gens qu'il a connus plus tôt. Soit il est cinéaste, comme c'est le cas ici dans Woke Up, le personnage principal qui s'appelle Kim est cinéaste. Dans La Romancière, le film Et le heureux hasard, c'était une romancière. Et donc, on a comme ça des personnages qui reviennent, qui tissent des liens, qui ont des discussions, etc. A priori, on va dire, souvent dans des situations qui sont dénuées de pics dramatiques très forts. Et cette idée comme ça presque de compagnonnage, on va dire, de film en film avec des corps, des personnages, des acteurs. Et là-dessus, Woke Up poursuit tout à fait dans cette lignée, en tout cas pour la première partie du film. Donc les précédents films de Hong Sang-soo, c'était donc De nos jours, qui était à la quinzaine l'année dernière, et juste avant ça, La Romancière, le film et le heureux hasard. Et De nos jours, c'était déjà peut-être une nouvelle étape, en tout cas ça poursuivait, parce que je pense aussi à un film comme Introduction, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, une sorte vraiment de dépouillement croissant, on va dire, dans ces films. Dans De nos jours, ça réduisait vraiment drastiquement le nombre de décors, de personnages, et voilà, c'était quasiment presque 3 histoires, 2 ou 3 histoires entremêlées, et voilà, avec comme ça, on avait une approche extrêmement minimaliste, et on va dire que Woke Up sur le papier semble un peu poursuivre ce geste, puisque tout se passe dans le même bâtiment, qui est une sorte de restaurant en bas, et il y a des chambres à louer à l'étage. Et donc voilà, au début du film, le personnage de Monsieur Kim, je ne sais plus son prénom,
qui est un cinéaste renommé, arrive, retrouve la tenancière du bâtiment, qui est une vieille amie, pour lui présenter sa fille qui veut ses conseils, etc. Et on va dire que sur le papier, le début du film, en tout cas, reconduit la formule un peu Hong Sang-soo, qui est quand même, il faut le dire, très minimaliste, mais aussi extrêmement fine. Il y a pas mal de choses qui se tissent assez justement à partir de procédés qui sont extrêmement simples, notamment cette idée tout simple de créer une sorte un peu de contraste d'espace entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur, avec cette idée un peu qu'il y aurait une façade comme ça à passer pour percer vraiment à jour les personnages. Une des premières séquences, c'est une discussion du coup, au rez-de-chaussée dans la partie restaurant, où à un moment la tenancière de l'hôtel appelle le serveur hors champ qu'on ne voit pas, et finalement on aura plus tard dans le film on va dire le contre-champ métaphorique de cette séquence, quand ce personnage de serveur va discuter avec la fille du personnage principal et lui expliquer en fait ce qui se jouait un peu à demi-mot pendant la première séquence. Et voilà, le film tient sur beaucoup de choses comme ça extrêmement simples, extrêmement fines, ne serait-ce que le placement des personnages par rapport à la caméra. On disait tout à l'heure de profil, mais il y a 1 million de façons de composer un plan de profil. Là, je pense par exemple à une des séquences un tout petit peu plus tard dans le film où Kim mange avec la tenancière de l'hôtel et la propriétaire du restaurant, qui va être mise comme ça un petit peu dans le fond du plan, plutôt elle est mise au premier plan et la tenancière est derrière elle dans le fond du plan, comme si elle voulait s'immiscer entre les deux qui sont en train de tisser une relation pour pas perdre sa relation privilégiée qu'elle a avec Kim. Tu vois de quel plan je parle ? Le plan dont tu parles, pour moi, c'est très dur à décrire en live. Mais elle s'immisce pas du tout, au contraire, elle est au premier plan. Non, Kim est gauche cadre, la restauratrice est à droite, et la tenancière du bâtiment est au fond, un petit peu pour... C'est pas Kim qui est à droite ? Non. Ah, okay, quand il mange avec la fenêtre. Oui, je vois le plan dont tu parles, j'ai confondu la place des deux. Donc. Et donc voilà, le film tient comme ça sur tout un tas de choses très simples, mais qui participent à cette impression tout simplement de vivre avec les personnages et de comprendre exactement ce qui se joue. Ce qui est beau avec Hong Sang-soo, à chaque fois, moi je me dis que, parce que c'est pas le premier film de lui que je vois, j'en ai vu quelques autres avant, j'aimerais bien me rappeler ce que j'ai pensé la première fois, parce que finalement maintenant on est habitué en fait à sa forme, c'est pas un ronron parce qu'il a quand même le talent, et c'est très dur de savoir, en tout cas pour moi, à quoi ça tient, pourquoi ça reste captivant, et souvent ça repose sur un amour de la mise en scène et un immense respect pour ce qu'est le cinéma. Je pense pas à ce film-là en particulier, mais un précédent, je sais pas, il a tourné il y a 3-4 ans, donc il y a à peu près 25 films, qui s'appelait La femme qui s'est enfuie. C'est un film pareil, très simple, des rencontres, des discussions, et il y a une idée dans le film extrêmement belle qui va comme ça traverser chacune des rencontres qui émaillent l'histoire. Et là encore, c'est un film qui apparaît de prime abord très convenu pour la forme ordinaire et connu des films de Hong Sang-soo, et pourtant, notamment du point de vue de la narration ici, de la structure narrative du film, il y a quelque chose qui s'immisce et qui parfois presque fait décoller le film, ou le porte vers quasiment des zones pas fantastiques, mais à la lisière quand même. Il y a quelque chose de mystérieux, d'étrange, qui, sans aller très très loin, qui je trouve en fait nourrissent et donnent le sel des films de Hong Sang-soo, et il y a, il me semble, en permanence quelque chose qui tient à ça et qui rend le film très agréable à la vision, quoi, et qui coule comme ça facilement. Je pense que ce qui joue beaucoup de ce dont tu parles, c'est cette sorte de côté un peu à côté, presque un peu mystique, un peu presque de rêve. D'ailleurs, on a une séquence comme ça, enfin de simili-sensation dans ce film, c'est qu'il traite toujours sa mise en scène exactement de la même façon. C'est pas parce que ça va être un rêve, pas parce que ça va être un moment à côté, que ça devrait pas être moins réel que les autres moments. C'est toujours le même système de caméra, jamais il va jouer avec les couleurs, avec le cadre, avec des mouvements de caméra, avec une mise en scène différente. Tout est tout le temps mis de la même façon en scène. Là, dans ce film-là, on a une occurrence que j'ai pas retrouvée dans d'autres films de lui avant, qui est ce moment où le personnage de Kim s'allonge sur son lit et repense à une situation. Enfin, on ne sait pas exactement combien de temps avant a vécu, mais il réentend exactement les dialogues qu'il a échangés avec sa femme. Et en effet, c'est une situation tout à fait réelle de s'allonger sur son lit, de repenser à ce qu'on vient de vivre, de revivre la situation dans notre tête. Et donc, Hong Sang-soo le filme de la façon la plus réaliste possible, c'est-à-dire littéralement, il est sur son lit, on entend les dialogues, et puis c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est presque comme dans le cinéma d'exploitation, des endroits qui sont des cinémas très codifiés comme ça. En fait, il faut réussir à se situer un petit peu en équilibre entre le plaisir de retrouver
en fait un type de cadre, un type de personnage, des acteurs avec lesquels on est déjà familier, et rester attentif à tous les petits décrochages, toutes les petites différences qui vont de fait prendre une importance capitale. En fait, il y avait comme ça dans La Romancière, le film et le heureux hasard, un moment génial où au milieu d'un plan hong-sangsien par excellence qui se passait dans un restaurant, une petite fille venait d'un coup mettre ses mains comme ça pour voir depuis l'extérieur à travers le restaurant, et ça faisait comme ça l'effet d'une sorte d'épiphanie géniale, puisqu'on avait l'impression que quelque chose, alors est-ce que c'est de l'imprévu ou pas, presque peu importe, mais comme ça quelque chose qui venait apparaître comme ça d'un coup dans le plan. Et ce qui est beau dans Walk Up, c'est que autant on va dire, le début du film, on pense être un peu en terrain connu, autant finalement la construction est un peu plus retorse que ça. Enfin, en tout cas, il y a presque une étrangeté, et d'ailleurs on pourrait dire presque comme la bête, circulation temporelle un peu qui se met en place dans le film. Et un voyage spatial aussi. Et un voyage spatial. Qui est incarné par son titre Walk Up. En fait, l'idée, et oui tout à fait, en fait l'idée assez belle du film, c'est que finalement, sans heurts ressentis de notre côté, le film va aligner comme ça des ellipses, et en fait à chaque fois qu'on va changer d'étage, on va se rapprocher du sommet du bâtiment, on aura fait une ellipse et un bond dans l'avant, enfin un bond dans le temps vers l'avant. Ce qui fait que, typiquement, première scène de repas a lieu au rez-de-chaussée, la seconde à l'étage. On a d'abord l'impression que les événements sont séparés de quelques heures ou quelques jours, ou en tout cas que c'est assez proche, et on se rend compte au fil de la discussion qu'au moins plusieurs mois se sont écoulés. Et donc il y a comme ça toujours en permanence cette espèce de dimension presque ludique, d'essayer de restituer, de sentir au tempérament des personnages, etc. Quelle est la situation exacte par rapport à ce qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, il y a souvent un peu chez Hong Sang-soo cette idée que, ça va avec cette idée aussi de cinéma de la variation, mais de dire que finalement les dialogues échangés sont souvent un petit peu, se ressemblent un peu assez régulièrement. Il y a beaucoup de formules de politesse, etc. Beaucoup de choses comme ça, d'échanges un petit peu consensuels, de small talk, on pourrait dire. Et en fait, c'est toutes les petites inflexions, un peu le ton, les petits sous-bassements qui vont nous donner comme ça un peu la clé pour comprendre vraiment ce que pensent les personnages les uns des autres. Oui, en fait, c'est vraiment un cinéma d'acteurs, quoi. Il faut absolument le répéter. Il donne toutes les clés à ses acteurs. Il leur font confiance absolument. Non, il leur fait confiance. Il leur fait confiance, oui, c'était bon. Parce que littéralement, il leur laisse que des plans fixes et des plans séquences, quoi. C'est toute la séquence a lieu en un seul plan. Il va pas cutter, il va pas se servir du montage pour essayer de rendre les performances un peu plus propres. C'est vraiment la pureté de ce que les comédiens lui donnent. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est presque le sentiment qu'il arrive à donner à ces scènes, parce que je trouve que c'est très dur à décrire d'ailleurs, parce que c'est des films qui, donc vous l'avez compris, qui ont l'apparence de l'ordinaire et qui le sont en très grande partie, puisque c'est des conversations très banales. On n'a pas trop dit que c'est évidemment des réalisateurs, des actrices ou des gens de théâtre, mais en fait on les voit jamais travailler. C'est tout le temps des gens qui se retrouvent pour discuter, pour boire un verre, pour parler, pour manger. Mais c'est presque du coup, parce que ça traverse tous ces films, c'est répété, c'est refait à outrance ou sans cesse. C'est presque un art de vivre. Hong Sang-soo, c'est un art de filmer, mais c'est un art de vivre aussi. On sent que c'est une sorte de démonstration, une éthique. Pour lui, on comprend rien de la société contemporaine sud-coréenne quand on voit ces films. On peut voir ceux de Bong Joon-ho, mais il y a quand même quelque chose qui relève, je trouve, mais du coup de la politique, parce que voilà comment le temps selon Hong Sang-soo doit être utilisé, un temps fait pour se parler, pour se raconter ses rêves, ses soucis, et c'est pas non plus quelqu'un qui en fait construit des films exagérément légers ou aveugle sur parfois les troubles, la difficulté de vivre. Mais c'est souvent, comme tu le disais très bien, quelque chose qui se passe de manière malgré tout petite et légère. Voilà un moment dans le film, là, pour parler d'une scène de ce film-là, Walk Up, plutôt vers la fin, il y a une scène que j'ai vraiment beaucoup appréciée où le personnage discute avec sa femme, sa femme qui une agente immobilière, et il lui raconte sa rencontre avec Dieu. C'est quelque chose qui est à la fois très drôle, qui est quand même profond, qui est touchant, et c'est en fait en permanence ça. Hong Sang-soo, c'est très dur, je trouve, de dire quelle est la couleur, en fait, ça vient en noir et blanc, mais la couleur sentimentale de ce film, parce que beaucoup de choses sont mélangées sous l'aspect soi-disant atone et faiblard ou gris. Ce que tu dis sur le fait qu'on voit jamais les artistes au travail, dans le film il y a presque une sorte d'ironie avec le fait qu'au sous-sol du bâtiment il
y a l'atelier de création donc de la propriétaire du bâtiment, qu'ils passent leur temps à dire « Ah oui, je vais te montrer mon atelier, tu vas venir en bas, je vais te montrer ce qui se passe », et en fait on ne le voit jamais. On n'y va jamais dans le soubassement, on reste à la surface. Et puis donc cette espèce de système d'avancée temporelle comme ça successif, en fait il devient de plus en plus intéressant et presque mélancolique en fait à mesure que le film avance, puisque donc on pourrait dire qu'à chaque étage finalement le personnage va changer aussi de partenaire, ou quasiment, je me souviens plus exactement, mais en tout cas c'est à peu près ça l'idée. Et presque lui d'ailleurs, on voit aussi les multiples facettes de sa personnalité à chaque étage, et d'ailleurs on sait jamais totalement, puisque le film se termine par une sorte un peu de torsion temporelle, où il y a un effet de boucle, comme ça on a l'impression de revenir à une situation littéralement du passé. En plus en revenant en bas. Exactement, on redescend en bas. En fait on est toujours entre une sorte de récit vraiment par tranche de la vie d'un personnage et quelque chose qui serait de l'ordre de la projection ou de la variation. Est-ce que ce personnage monte d'étage en étage, ou est-ce que on pourrait avoir une version de ce personnage par étage presque. Il y a la version de sa vie où il est avec cette femme, la version où il est avec une autre, et il y a cette avancée mélancolique de dire, alors déjà Walk Up évidemment c'est très... métaphoriquement, c'est très chargé, cette idée qu'il s'élève et quand il est à l'étage tout en haut, il raconte sa rencontre avec Dieu. Il y a quelque chose comme ça d'une avancée un peu vers la mort. Et aussi l'idée que quand par exemple il est au premier étage, il se plaint de la fuite qui vient du voisin du dessus, et la propriétaire lui dit mais le voisin du dessus, il ouvre jamais sa porte, il répond pas, etc. Et finalement plus tard dans le film, c'est lui qui se retrouve exactement dans cette situation-là. Donc finalement, il y a l'idée que ces échos nourrissent un peu une sorte de dimension cyclique ou de fatalité, quoi. Finalement, le petit vieux seul du dessus, finalement, c'est ce que je vais devenir aussi plus tard. Et donc le film est très intéressant parce que il y a presque une sorte d'étrangeté. Enfin, on se pose des questions vraiment activement devant le film, quoi. Moi, je vais parler un peu de la critique assez fondamentale que j'ai avec Hong Sang-soo, qui est le problème vraiment qui fait que c'est jamais un cinéaste dont je serai très proche humainement, même si je trouve ses films beaux et Woke Up tout particulièrement est très réussi. C'est évidemment le côté archi-bourgeois de son cinéma, quoi. C'est, encore une fois, je reviens au mot que j'ai utilisé au début, c'est l'homogénéité. On retrouve toujours les mêmes personnages. Je comprends que ça vient d'une volonté du réalisateur de parler de ce qu'il connaît, c'est-à-dire le lui-même. Mais encore une fois, comme on l'a dit, les personnages ne travaillent jamais. Ce sont des personnages qui sont dans des situations économiques qui ne dépendent pas de conditions matérielles tournées autour du travail prolétaire ou même pas, mais même de tranches moyennes des conditions de travail, et en nous présentant tout le temps des personnages de ce milieu social, donc de la bourgeoisie culturelle et généralement de la bourgeoisie économique, il omet énormément, il nous présente comme réelles ces situations où on a le temps de manger, on a le temps de boire, on a le temps juste de vivre comme ça, nos petites situations du quotidien, et c'est selon Hong Sang-soo ce que serait la réalité, sauf qu'en effet c'est la sienne de réalité, c'est pas la réalité de beaucoup de gens, et c'est totalement les limites que j'ai aussi avec Rohmer, c'est-à-dire encore une fois l'homogénéité. Récemment j'ai entendu une conférence à la Cinémathèque que je trouvais assez intéressante où il plaçait l'existence de la modernité au cinéma sous l'égide de l'hétérogénéité, c'est-à-dire de la rencontre de plusieurs éléments disparates dans un même espace, dans une même œuvre. Et pour moi, c'est là que le cinéma d'Hong Sang-soo est presque... Mais je pense que lui-même le pense, parce qu'en effet, donc, il revient à Rohmer, c'est presque un cinéma régressif, quoi. C'est le cinéma qui essaye de se soustraire à absolument toutes les potentielles nouveautés, modernités, et essaye de revenir à l'essentiel. Le problème pour moi, c'est que l'essentiel, c'est le sien. Et c'est pas du tout un essentiel... Tu veux... Non, moi j'ai une réponse, mais en fait très circonstanciée, puisque c'est sur la dernière chose que tu as dit, sur la régression et le côté peut-être aussi hors du temps ou de désintérêt pour le contemporain. Et pour revenir aussi sur ce que je disais sur la qualification du sentiment ou du type de regard qu'a Hong Sang-soo, et je trouve que c'est un regard à la fois attentif, respectueux pour la réalité, mais il y a aussi une pointe d'ironie, quelque chose d'un peu grinçant, pas appliqué au personnage, mais sur ce film-là, je trouve c'est très drôle et très, le gag assez récurrent sur le digicode, ou en tout cas les bip bip de toutes les portes qu'on doit ouvrir dans l'appartement. Il y a quelque chose comme ça une intrusion du monde contemporain, très bizarre, parce que ces portes, ça paraît assez
probable qu'elles aient vraiment un digicode ou comme ça, une sorte de système de sécurité aussi poussé, électronique. Surtout qu'il fasse autant de bruit, quoi. Il fasse autant de bruit et on sent qu'il s'en amuse très délicatement, ça le fait rire. Et puis par ailleurs, il prétend pas du tout filmer autre chose que non, bien sûr. son monde. Enfin, il ne fait pas croire que ça a un quelconque rapport avec la réalité de tous les Coréens de son époque. Il filme ça et je trouve pas que ce soit, son dispositif de mise en scène soit anti-moderne, puisque une autre part de la modernité, ça peut être aussi le refus de la dramaturgie aussi. Oui, exactement. Le refus de la dramaturgie, c'est quand même très ancien. Mais aussi la perception de l'écoulement du temps, de la durée. Tu prends Brecht, c'est les années 40. Hein. Oui, mais je veux dire, tous les cinéastes modernes en témoignent. Antonioni, par exemple, qui est un des plus grands, un des plus emblématiques de la modernité. C'est ça, le temps qui s'écoule, la durée, faire vivre les personnages, leur donner le temps de pas se déliter, mais de perdurer dans leur être, ça me semble un acte assez touchant et beau. Dans le chat, tu veux dire j'avoue te trouver un peu injuste à cet article. Le X, c'est peut-être une inclinaison récente de ces films, et Hong a beaucoup raconté une classe moyenne, les salaryman tout à fait acculés face aux exigences structurelles en Corée, j'imagine, et les rapports de force aussi, mais entre le salaryman et l'indépendant par exemple. Il y a quelque chose à gloser sur ce glissement que tu qualifies de bourgeois, je n'en suis pas totalement sûr, mais les lignes manquent pour que je puisse écrire ceci. Alors, oui, pour le coup, c'est vrai que je parle d'une vision assez restreinte du cinéma d'Hong Sang-soo, parce que j'en ai vu 4, mais uniquement post-2020, donc très récent, et pour moi, c'est pas une... encore une fois, je trouve les films de Hong Sang-soo réussis, mais je les trouve donc presque limités par aussi un certain public. C'est pas pour rien que Hong Sang-soo en Corée du Sud parle pas trop aux gens, qu'en Europe il est très apprécié, mais des festivals de cinéma, quoi. C'est vraiment le milieu bourgeois culturel qui va regarder des bourgeois culturels discuter entre eux et boire du vin. Je trouve ça réussi, et je pense qu'Hong Sang-soo est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il ne prétend pas faire plus, comme tu le disais. Ouais, peut-être que je finis sur ce qu'a dit Annette. En effet, potentiellement, ses précédents films en parlent beaucoup plus. Ça, je suis pas persuadé que... Alors, même si effectivement les personnages d'artistes sont très très récurrents, ils sont pas tous forcément d'une élite bourgeoise. Je pense à De nos jours, que je sais que tu n'as pas vu, donc ça explique aussi, mais qui est donc juste ce qu'il a fait juste avant, où il y a un personnage de poète, mais oublié de tous, qui vit dans un petit appartement assez miteux, mais même d'ailleurs là dans ce film aussi, la question économique, même s'il filme pas le travail effectivement, elle est quand même présente, puisqu'on suit d'étage en étage le déclassement du personnage principal, aussi pour des raisons économiques. Donc c'est quand même présent dans le film pour caractériser les situations, les personnages, les rapports entre eux, etc. Donc je pense que je pense qu'il n'est pas totalement aveugle à cette question-là. Et puis on pourrait aussi voir presque ce qu'il choisit de filmer. Effectivement, c'est pas le travail, mais il filme précisément un temps qui est très largement improductif, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est aussi, mais c'est un choix politique qui va plutôt qui me semble pas bourgeois, justement, de dire je vais plutôt filmer un temps qui voilà, donc presque oisif, qui a somme nulle, quoi, à la fin de qu'est-ce qui s'est produit, finalement pas grand chose. Voilà. Oui, c'est ça, mais pour moi il y a en effet presque ce droit à la paresse, ce droit à l'oisiveté qu'il donne à ses personnages, mais il les donne à des personnages, en tout cas dans ce film et dans les autres que j'ai vus, à des personnages bourgeois. Mais là, il a quitté les bourgeois pendant un tiers du film, finalement. Après, dès qu'il est au deuxième étage, il a plus un sou, il voudrait déménager mais il peut plus, il peut plus travailler. Au deuxième étage, il propose de tout payer, il a pas de problème économique. Et puis même, je parle aussi d'une bourgeoisie culturelle, beaucoup de ces milieux-là. Mais encore une fois, peut-être que j'ai raté la période d'Hong Sang-soo, qui était plus... période prolétarienne. C'est tout à fait juste, mais analyser la perception du spectateur, la réception festivalière d'un film est effectivement bourgeois, n'est pas la même chose qu'analyser le film, et je pense que le réel, comme il le donne, est tout à fait du côté du prolétaire, si tu veux, du moins d'une gauche assez peu bourgeoisie, il me semble. Un point pour... non, le coup de parler de la réception, je suis d'accord que... Pour moi, c'est plus une forme de... Enfin, c'était... Comment dire ? C'était pas mon argument de départ, c'était plus, pour moi, ce qui le prouve, enfin, ce qui va jusqu'au bout de ça, c'est-à-dire que ça parle au public qui est concerné par les films, enfin, qui est incarné dans les films, quoi. Après, ce sont des films qui sont pas du tout sophistiqués, qui sont finalement très faciles à comprendre, enfin, c'est pas du tout... Oui, bien sûr, mais pour autant, après...
Oui, je vais pas du tout dire il faut qu'un film soit débile pour. Faut pas que ce soit un téléfilm pour que ce soit du côté du peuple. Au contraire, j'ai pas du tout envie d'avoir ce genre d'argument. Mais bon, voilà, c'était ma limite, mais c'est la même limite que j'ai sur Romer, et pourtant je comprends absolument l'excitation collective qu'Eric Romer a suscité, a pu toujours susciter. Et en effet, je pense quand même Hong Sang-soo est beaucoup plus de gauche que Romer, qui était connu pour être d'extrême droite à l'époque. Après, naturellement, je comprends cet agacement, tu as raison sur ce point. Mais voilà, mais peut-être avant qu'on passe à la dernière section, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé World Cup, et surtout j'ai été finalement surpris en fait par le film, alors qu'on rentre un peu de la même façon dans tous les films de Hong Sang-soo. Et d'ailleurs, mais même la romancière avait à la fin du film une sorte de décrochage comme ça qui tranchait complètement avec le reste du film. Je pense que c'est quand même vraiment il faut pas se laisser inquiéter par l'apparente homogénéité de tous les films. Je pense que justement il y a, voilà, comme je disais, cette espèce de balance à trouver entre les deux. Tout à fait, et je pense aussi que c'est presque une règle à adopter face au film d'Hong Sang-soo, c'est trouver la chose. Là, c'est assez évident puisqu'elle est temporelle par la narration, par la construction, etc., presque logique du film. Mais trouver là où les choses qui font événement presque dans le cadre de la filmographie de Hong Sang-soo. En fait, précédemment, je parlais du film La femme qui s'est enfuie. J'ai pas expliqué la chose qui moi m'intéressait le plus. C'est donc un film construit sur des rencontres successives entre une femme et plusieurs personnages. Et il me semble que tout le film en fait se joue, parce que c'est toujours filmé comme vous le disiez très bien, de profil, de personnages, de part et d'autre d'une table, etc. Et tout le film en fait passe sur l'objet. La récurrence esthétique qui pourrait donner l'une des clés du film, c'est de comprendre quel est l'objet qui va servir de médiation entre les personnages. Souvent, à chaque fois, au début de la rencontre, le personnage féminin apporte un gâteau, quelque chose qui crée un lien tout simplement physique entre les personnages. Et la dernière rencontre, la 4e, je crois, la 5e, je ne sais plus, elle a rien apporté. Et cette transmission, ce contact, en fait, va arriver beaucoup plus tard au cours de la rencontre. Ce sera une poignée de main, il me semble, entre un personnage, entre elle et le personnage masculin. Et Hong Sang-soo va se rapprocher à ce moment-là de la poignée de main, mettre en évidence cet acte. Et il me semble qu'il y a toujours un élément de mise en scène, ou de construction à déceler qui sont presque la raison, j'ai envie de dire, cinéphile de regarder les films de Hong Sang-soo, la stimulation formelle. Mais là-dessus, je vous rejoins à 100%. Moi, c'est un film que je pense le Hong Sang-soo que j'ai préféré en plus de ceux que j'ai vus. Et encore une fois, ces petits jeux, tout à fait, c'est le côté ludique de son cinéma, de trouver le micro-point. D'ailleurs, là, peut-être que le micro-point, ça a été Hong Sang-soo lui-même, qu'on voit dans le reflet d'un plan, dans le dernier plan, quand ils sont en bas. On le voit pendant genre 10 minutes, comme ça, derrière sa caméra. On voit le pied, on voit lui. Mais il a dû se dire, ça fait partie du réel. Peut-être je terminerai sur un dernier truc. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont entendu parler d'Hong Sang-soo mais n'ont pas forcément vu les films et savent pas trop par où attaquer. J'avais l'occasion de voir, je crois que c'est Toonami qui avait passé In Another Country, qui est un film qu'il a fait avec Isabelle Huppert, sachant qu'il en a refait un qui est à la Berlinale en ce moment. Et je pense que c'est un bon point de départ, parce que déjà c'est un film qui est vraiment très drôle, en fait, qui repose évidemment sur tout simplement le contraste entre elle qui joue une Française qui arrive et qui comprend pas tous les us et coutumes coréens, mais surtout qui a cette idée finalement de réussir à déceler par-delà la parole ce qui se joue derrière, puisque les personnages comme ça se répandent un peu en formule de politesse. Il y en a un qui n'arrête pas de lui dire You're beautiful, je me souviens plus exactement du détail, et finalement, en plus, je finis là-dessus, et donc c'est toujours un petit peu essayer il y a la surface, il y a toujours un petit quelque chose de caché qui nous en révèle un peu plus sur la nature des personnages, et même à l'échelle du film, il y a une sorte de... C'est presque 3 films en un, puisqu'il y a cette sorte de variation autour des mêmes personnages et qui à chaque fois se recomposent. Donc finalement, ça vous donne un peu toutes les clés pour appréhender un peu le principe. En plus, c'est moins épuré, il y a beaucoup plus de jeux de mise en scène, de jeux de répétition, de motifs. Il y a un truc presque un peu burlesque aussi parfois, qui fait que le film est peut-être plus axé, va plus directement chercher son spectateur que d'autres. Là, le prochain Hong Sang-soo, attention, il sera flou. Et oui, c'est In Water qui apparemment est... Voilà. En fait, il y aura Hong Sang-soo dans tous les plans aussi, mais on le verra pas cette fois-ci. Est-ce qu'on passerait pas au quiz? J'ai préparé un petit quiz aussi là pour conclure cette émission, et en fait j'ai profité de l'étrange proximité entre les deux films du jour, parce que La Bête et deux films quasi identiques, absolument pareils, sont tous les deux construits sur quand même une sorte de
de feuilleter d'époque, il y a une multiplication comme ça d'époques, et donc j'ai décidé de vous proposer une traversée de l'histoire du cinéma à partir de photogrammes, et le but du jeu c'est de trouver l'année du film en question. Alors évidemment j'ai pris photogrammes anti, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de tricherie à ce niveau-là, c'est plutôt des films soit connus, soit peu connus, ou en tout cas des images quand même pas immédiatement identifiables. En tout cas, j'ai essayé de... Le but, c'est qu'on ne reconnaisse pas le film. Le but, c'est pas de trouver le film, c'est de sentir un peu l'époque éventuellement. Alors, trouvez pas, c'est difficile de trouver la date exacte. Je propose, on verra si ça marche pour les premiers, 5 ans à peu près. S'il faut plus, on fera plus. Mais alors, le premier, je crois que j'ai le film. Ouais, c'est vrai que T'es le plus connu? Non, mais à la limite... je donne le titre du film. Non, ce qui compte, c'est juste l'année. Ce qui compte, c'est l'année. Il me semble que c'est 2018. Alors, c'est pas du tout ça. Ah ouais? C'est pas du tout ça. Ah merde, ok, bon, bah je me trompe à 100%. Alors j'avoue que moi je crois avoir vu un peu la réponse quand on a préparé le quiz, donc je vais pas trop parler. D'accord. Pour le premier, tu veux dire? Ouais, juste pour le premier, je crois me souvenir. Mais... Éventuellement, faisons pour l'instant 10 ans, enfin des décennies. Ok, c'est drôle. Le chat, à votre avis, c'est bien parce que c'est. En fait, j'ai cru que c'était Manchester by the Sea. On peut tous jeter des. C'est pas ça. Et après, en fait, je vous propose, comme on a aussi deux aussi techniciens du cinéma, des experts de l'image, d'essayer de donner des moyens pour reconnaître en fait des années. Comme quoi là j'ai eu l'œil fin sur ce film. T'as eu l'œil fin. 90. Il faut dire qu'on est assez loin. Enfin, l'image est très petite pour nous, donc on peut pas. 90, c'est très très juste. L'année en question, c'était 89. Ah, est-ce que c'est pas dans ce cas-là quand Harry rencontre Sally? Exactement, quand Harry rencontre Sally. Yes. C'est pas très bien. 89. 89. C'est pas forcément des bons films que j'ai pris. Eh oui. Hop. Mais effectivement, 89. Un des éléments, c'est essayer de sentir si c'est tourné en pellicule ou pas. On va dire que la démocratisation du cinéma numérique, c'est la deuxième moitié des années 2000, à peu près. Là, je nous permets, on s'ouvre pour nous les images en gros plan, parce que pour nous, c'est un peu... Ouh là, j'ai rien vu. Hop. Et ouais, magnifique. Ah oui, là, on voit plus que c'est 89. Mais est-ce qu'on va faire voir le chat en même temps? Comment on va faire? Mais on peut faire des petits allers-retours. Oui, mais alors il y a des pattes, je sais pas quand même. Ah oui, non, mais il y a l'année en haut à gauche, donc on va pas pouvoir faire ça en fait. Ah oui, c'est pour le posteriori. D'accord. Et donc, voilà. Non, mais oui, effectivement. Bah, là aussi, à la qualité de la lumière, on voit ces genres de surexposition sur les cheveux, sur les contours, même dans le ciel, qui sont un peu plus assumés et sans forcément. Enfin, c'est vrai que c'est une esthétique très des années 90. On passe à la deuxième image. Tac. Ok, bah celui-là, je crois. Oula. Je crois que j'ai le film. Non, je pense pas. Ah ouais? Ça m'étonnerait. C'est pas un film très connu quand même. Ah bon? Non. C'est pas un film avec Joan Crawford? Non. L'actrice ici, c'est Barbara Stanwyck. Donc c'est plus vieux. C'est. Donc, Crawford. Non, pas du tout. C'est plus vieux, oui, un peu plus vieux que Crawford, oui. C'est de combien d'espacement entre les années? Quoi? Annette demande c'est de combien l'espacement entre les années? Faisons 10. Faisons 10, on fait la décennie quoi. Très bien. C'est un peu difficile, ça pourrait être pas mal de choses là en fait. Ouais. Ça pourrait être les années 40 par exemple. Et voilà, on a parlé. C'est l'espacement dans le. Les années 40, c'est hors de question. Ouais. Oula. Non mais enlève ça parce que. C'est pas grave, laissons tomber. 30. Moi j'aurais dit 40. C'est tout à fait 30. Ah, okay. C'est un film de 32 de Frank Capra qui s'appelle Forbidden. Film méconnu de Capra. 32 donc. 32. Hop. Bon, donc ça c'est Greg Araki. Ouais, là, c'est les années 2000. On reconnaît au moins un des acteurs. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai répondu direct. T'as répondu direct. J'ai pas laissé. Tu dis années 2000. Il me semble que c'est les années 2000, Greg Araki, non? C'est pas genre... C'est 2000 et 2010, je pense qu'il a fait des films. Oui, peut-être, mais... c'est peut-être les années 2010 aussi. Non, c'est les années 2000, vous avez raison, mais c'est Missile Skin 2004. 2004. Très bien. Après, évidemment, il n'y a pas que des questions d'image, on peut aussi trouver les informations en fonction 2003 peut-être. C'est vrai que moi j'ai trouvé 2004, mais c'est aussi peut-être 2003. On peut aussi prêter attention, je sais pas, aux costumes ou au décor. Enfin bon, il n'y a pas simplement les images qui comptent, aux couleurs. Au format, évidemment, il faut prêter attention au format également. C'est vrai. Ça, j'aurais dit les années 70. 60-70. 60-70. Entre 67 et 70. 84.
c'est exactement l'année. C'est vrai. J'imagine que c'est Romer, non? tu as le film. Oui, c'est Eric Romer. Ah, ok. Waouh. C'est Les lignes à pleine lune, là. les lignes à pleine lune, tout à fait. Oh, Bulogier. wow. Cette précision, ce Alors, snipe. pour être exact, je crois que c'est Pascal Augier ici, c'est la sœur, il me semble, de Bulogier, mais c'est À un tout à moment, fait. donc, mon non, regard c'est de pas- technicien attends, a une. C'est Bulogier, c'est- non? alors, Ah, je sais plus. Je sais plus. Il y a peut-être les deux, mais je crois que là c'est Pascal Augier, parce que la brune, je crois que c'est Pascal Augier. Je me trompe? Peut-être pas. J'aurais dit, mais je connais mal. Mais je mets pas ma main à couper. C'est une ogie en tout cas. C'est une ogie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop. Voilà. Bah, ça, c'est les années 20. Ça, c'est Murnau. C'est Murnau, ça? Non, C'est du pas tout. Murnau, mais c'est. Il dit tout avec un air de piège. C'est Murnau ça? C'était 2015 mon pote. Effectivement, ça donne envie de dire. C'est pour être même les années 10 si tu es complètement. C'est ça, ouais. Pascal Augier. Pascal Augier, ouais. C'est pour être même les années 10, hein, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Allez, je dis 10 et tu dis 20. Années comme ça, 10, une années 20. connerie, 1910, donc 1910, le Julie chat, est dans le team. Julie je crois enchaîne qu'elle a sur trouvé. 1910. Et non, c'est 1920, 1928. C'est un film de d'accord, c'est Boris putain. Barnett. J'ai mis l'image parce qu'il y a une rétrospective alors, pour ceux qui c'est peuvent pas mal. profiter de la Ah oui, cinémathèque c'est française, vrai. film russe de 1928. On continue. Hop. Ah, bah, ça, j'ai le film. Ça, c'est les. Attends, c'est soit 20. Attends. Non, c'est. Oh. Non, c'est les années 20. Les années 20 aussi. C'est La femme dans la lune de Fritz Lang, non? C'est ça, tout à fait. C'est la femme dans la ligne de Fritz Lang. Et je sais plus Bah, si c'est fin des années 30, 20 quoi, mais- ou début des années 30. je sais Fin plus. 20, début 30, c'est 20 aussi. Et c'est exactement la même année que le film précédent. Ah, C'est 28 c'est également. 28, ok. J'ai pas dit 28 Non, parce mais que je me ce disais qui compte, ça a déjà été. c'est ça, c'est le. Piégeur. 1929, oui, c'était C'était pas mal ça. 70-80 ça, cette affaire-là. C'est vrai. C'est joli quand même. C'est plus le 70-80, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors 70 ou 80, c'est quand même pas des décennies C'est tout vrai, à fait c'est vrai. similaires. Et j'ai aussi essayé de prendre des images Je quand dirais même plutôt 70, représentatives de leur époque. On Mm. peut trouver des films des années 90 qui ressemblent à ça, je pense. Mais Ouais, Je dirais 70, mais. 70, ouais. Ah, le Ouais, chat je- dit 1929. Qu'est-ce que... 1929. Non, non, c'était Ouais, pas- je suis d'accord avec toi. Fin 70. On est sur une transition vers les années 80, mais on n'y est pas encore installé confortablement. Eh bien, c'est tout à fait juste, exactement les années 70, fin 70, 79 pour être exact. Let's go. Film italien, Qui s'appelle? il s'appelle Le Chat. Ah, ça me dit un truc. Il Gatto. À droite, vous avez El Ugo Gatto. Tognazzi et à gauche, Mariangela Melato, Ah oui. deux grands acteurs de l'époque. Mais je pense que, pour parler un peu d'image, ce qui est assez caractéristique quand même de cette époque-là des années 70, c'est l'image assez sombre, à les couleurs un peu verdâtres de la nuit. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de films qui ressemblent à ça. Ouais, Tout à fait. C'est ouais. cette. Pas si comment on pourrait la qualifier en termes de contraste ou autre, mais c'est une image. Ouh là là. Oh, waouh. Ouais, c'est pas beau ça. Ça, hein. moi j'ai une idée de ce que c'est. Mais... Ouais, c'est pas beau du tout. hein. C'est carrément numérique ça. T'as une idée du film, Clément? C'est fait de John Woo, bah. Non, c'est pas un film de John Woo. C'est un film des années 2000 ça. Ça pourrait être des effets spéciaux moches des années 90 aussi. Ah, tu penses? Je sais pas. Ah, ouais. 2000, 2010. Ouais, ça, en tout cas, moi je dirais 90 ou 2000, mais. Après, il me semble que le cinéma chinois a eu un peu de retard sur les effets spéciaux, donc peut-être que c'est pas un film chinois. C'est un film chinois. Très bien, c'est un film chinois. chinois. Ouais, je me dis fin des années 2000, truc un Fin peu des années moche. 2000, tu dirais? Ben, je sais pas, je me dis le plan large, il est pas non plus irregardable. C'est quand même atroce. Mais... Ah, je suis d'accord, c'est très moche, mais Sachant mais que Star c'était Wars, ma c'est première quand même remarque. Tout début des années 2000, moi je dirais 2000, début 2000 plutôt. moi je dis fin 2000. Bah, c'est toi encore qui as raison, puisque c'est Ouais. Detective D 2010. Ah, ouais. Et Oh, je pensais pas que ça avait Detective D, été il a eu c'était. pile poil. Je pensais pas que Je crois que c'était aussi la décennie qu'elle chaud. donnait, mais c'est 2010 exactement. N'oublie pas que Detective D. les préquels Star Wars sont sortis au début des années 2000. Hop, c'est que c'est pas très beau. Voilà, dis donc. Waouh. Ouais, c'est Est-ce qu'il y a des Casablanca ça. pièges où tu nous montres Il y a- une image d'archive au milieu d'un film? Il y a Ah, pas de piège, il y a pas de piège. Déjà que c'est compliqué comme quiz, il y a pas de piège. C'est. Est-ce que c'est un film de John Huston? Non, c'est un film plus vieux que ça. c'est assez difficile. 1930. 1930, c'est possible. Ouais. Hein. Est-ce que c'est un Casablanca? C'est ou exactement. c'est- Alors Casablanca, c'est un peu après, c'est 40, 40, C'est pas 40, 42. Ah oui, oui, t'as 42, je pense. Ça, c'est 30, 31 pour être exact. Oh, wow. C'est Tabou de Ah, de Murnau Murnau. et, Ah, donc il y avait bien et Murnau dans le- Flaherty. Il y avait Murnau, mais pas Il était facile. caché. 31. Ah, c'est Flaherty aussi Et il me semble bien. Ah je crois ouais que les deux Je ont sais pas si- mis je en sais scène pas. le film. On continue. Oula, c'est technique là. Carrément technicos. Alors, c'est des gens enlacés dans un lit. Ils sont des Film petits câlins. magnifique. Très honnêtement, je ne l'ai pas vu, mais je n'en doute pas une seconde. J'arrive pas. Ouais.
C'est un peu En même temps, compliqué Murnau, parce le que boss. ça pourrait être un truc des années 60 aussi, quoi. Oui. Vous diriez quel Après, c'est un format classique, donc c'est un peu dur de se dire ça va être un. Je sais pas, ça me fait un peu penser, genre, un peu cinéma japonais, tu vois. C'est ça ou pas du tout? Ah. Ça pourrait être, tu vois, si tu m'avais dit c'est un film japonais des années 60, Ouais, je te croyais, tu vois. Oui, Oui, pour le Murnau, oui. Ça c'est un peu moins bien que le Murnau, c'est sûr. Oui. Ouais, moi je propose années 40. 50, allez. 40. T'es chaud. 47, précisément. Let's go. C'est un film de Claude Autant-Lara qui s'appelle Le Diable au corps. D'accord. Je me suis dit Bien que joué, c'était- 40 dans le chat. Yes. pouvait être un petit peu trompeur parce que c'est un film quand même. Enfin, ça paraît un peu osé pour une image Oui, des c'est années vrai. 40. Ouais, En fait, juste après, la caméra va continuer son travelling pour aller. En fait, ne pas filmer l'acte d'amour Ah à oui, travers je la vois. tête de lit grillagée. Donc, Rétrospective c'est- aussi à la c'est- Cinémathèque de Claude Autant-Lara. c'est bientôt. Oui, non, j'ai pas pensé à ça, mais Il a, en cours, il me il a semble. le catalogue. c'est vrai. Oh, wow. Alors là, on est carrément chez les Japonais. Il n'y a plus de doute. Non. Non, mais c'est dans un pays, c'est au Japon en tout cas. C'est pas au Japon. Non. Quoi? C'est pas au Japon. C'est en Asie, mais c'est pas au Japon. Fujifilm, c'est pas japonais? Si, mais Fujifilm, c'est aussi aux États-Unis. T'as vu Blade Oui, Runner? mais regarde, Taïwan, il y a des. Taïwan, c'est une bonne piste. Non, Il y a des- il y a des kanji. Il y a des publicités Fujifilm 90. partout dans le monde. Oui, mais c'est peut-être pas des kanji. Dans ma tête, c'était des kanji. Ah, tu d'accord, vois. d'accord. Donc, je 90? me disais, Taïwan, très juste. Ah. Si c'est Taïwan, ça pue les années 90 un peu, non? Et Non non. Ah mince. Non. Donc année 2000, la tentative. Edward Wong. Oui, tout à fait. Edward Yang, je pense. C'est Yi. Taipei Story. Donc Ah. 85. Ah, c'est plus vieux que ça, ok. 85. Donc c'est le début de la nouvelle vague Ouais, c'est ça, taïwanaise. 85. On continue. Hop. C'est 2.0 là, c'est tout à Ah fait bah ça 2.0. il y a des pop-up sur les écrans. Hein, Bah, ça sent le 2010 là, non? Un truc comme ça. Bah carrément, sur les petits Ça computers. se trouve, c'est 2020 et on se Là, fout, mon hein. regard de technicien de cinéma analyse qu'il y a des écrans et un PowerPoint, donc c'est les années 2010. C'est mon regard. Bah, ça très sent affiné. 2010, mais ça se trouve, il y Si a... ce n'est les années 2020. Hein. ça se trouve, il y a un piège. Parce que quelque franchement, part. cette sorte de plan avec. Ouais, il y a plein d'ordi et tout. Il y a un piège? Non, pas de piège. Bah, 2010, ouais. 2010, tout à fait. 2013, précisément, c'est Spring Breakers Ok. de Ah. Harmony Korine. 2013. Hop. Oh, dis donc. Ah bah ça, c'est carrément vieux de fou. Hein. Ça, on dirait les. Ça, c'est les années 1910. Ça, on dirait un Griffith. Mais ça peut être 1900 en fait, peut-être même. Peut-être, ouais. Peut-être. Moi, je vois l'audacieux là-bas. Moi, ouais, C'est pas un des films du début du cinéma italien que t'as été nous. Non, je C'est sévis pas deux fois. Le petit guépard. 1910. C'est 1910, c'est effectivement un film de Griffith, c'est Naissance d'une nation. Excellent. Ça me balle plutôt. Donc c'est 1915, non 1915, ouais, exactement. À voir Nickelodeon de Bogdanovich sur la première projection de Clansman à l'époque, il s'appelait comme ça. On continue. Faire de Claude. Ça. C'est 70s, non? C'est Mais que ça pourrait être. Ouais. Ça pourrait être. Ça Et pourrait en être même à temps, 80. Tu me dis, c'est un Altman années 90, tu vois. J'achète aussi. Quoi. Ouais, Il y a un c'est vrai, truc c'est un vrai. peu, C'est vrai. un peu rugueux. c'est pas cinéma américain, cela dit. C'est cinéma. C'est pas un Kitano, ça 80, non. Lui qui veut que tout soit au C'est Japon. c'est pas Kitano, c'est pas 80 non plus. Ouais, j'ai l'impression C'est qu'il plus a vieux une que tête ça, c'est d'asiatique. plus vieux que 80. Ah ouais Moi, j'ai dit 70s. C'est les années 60? C'est plus vieux que. C'est très dur. Hein. Ouais, c'est technique. C'est que c'est dur, ouais. C'est 60? C'est pas 80, non. C'est 60, ouais. Ah ouais C'est 67 même pour être exact, et c'est un film français Oh. de Jean-Luc Godard. D'accord. 2 ou 3 choses que je sais d'elle, Oh, wow. c'est pas évident. Pas mal. Donc, 60. 67? 67, ouais. 67. 67. Hop, c'est vrai que c'est très sombre pour vous. Ah bah ça, c'est Ikari XB1, non Pas du tout. Tout à fait. Si, c'est ça. C'est exactement bien. ça. Quelle année du coup Ikari XB1, c'est les années. Donc film soviétique de science-fiction. Avant, Ouah, je sais pas. la bande-annonce c'était, quand j'ai récupéré l'image, la Avant bande-annonce, 2001, c'était l'Odyssée avant Solaris, Ah, avant 2001, il y avait aussi avant Star Wars peut-être, mais C'est mieux moi que. j'aurais dit 57. non quand même Bon, pas, petit pas, doigt. pas autant, mais 62 presque, 62. presque 63. 63, Ikari très XB1. bien. T'allais dire quoi Clément? Je veux dire, c'est mieux comme accroche que celle qu'il y a pour Solaris, là, qui repasse au Max Linder. On s'est marqué Avant Interstellar et Annihilation. Solaris. Avant Annihilation, c'est Annihilation. hyper bizarre Il y a- comme il y a choix les films de. d'Alex Garland, ouais. Parce que c'est un peu, je sais pas, métaphysique. Hop, c'est presque fini. Oui, Oh, non. wow, bah ça c'est Marco Ferreri, hein, pas du tout. Non, Zurlini? c'est pas Zurlini. C'est un peu un air de. C'est- Dans Le Professeur, tu sais, il y a Ouais, des ouais, bien séquences, sûr, ouais, dans c'est vrai, la c'est grande dans la ouais. brume comme ça sur le port. Mais c'est plus, italien. c'est plus tard, c'est pas italien, non. C'est plus tard. L'acteur que vous voyez de dos est extrêmement célèbre.
Depardieu. C'est un acteur américain, c'est pas Depardieu. J'avais l'impression que c'était Mastroianni de dos, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas... Alors ça aurait dû être un Italien au départ, mais finalement il est mort. Ça aurait dû être Gian Maria Volonté, il est mort. Et c'est un acteur américain qui a pris la relève pour ce film. Est-ce que c'est S'il est mort, c'est un peu plus un film de Théo Angelopoulos? C'est tout à fait un film de C'est Le Regard d'Ulysse. 80 du coup. 82 15. Ah, 95. 95. Ah ouais, 95. c'est hyper récent. Ah oui, en même temps, Harvey Keitel. C'est Harvey Keitel là Il est là dedans. depuis longtemps. C'est le 95. Google. Non, oui, c'est ça, c'est années 90 plutôt. Enfin, non, pas du tout. Ah non, Oui, il c'est est vrai, dans ça aurait Taxi pu. Driver, les années ça aurait pu 70, être, c'est ça aurait tout, pu. Le mec est vieux comme une chaussure. Quoi. Ok. 40. Sans doute le film le plus connu, enfin il y en a eu d'autres des connus, mais. C'est un film d'Hitchcock caché. C'est pas un film d'Hitchcock, c'est pas. C'est non, un c'est film pas de Hitchcock. Preminger. C'est pas Hitchcock. C'est pas Preminger, C'est américain. c'est américain, oui. Ah, c'est pas un film de 30. langue aux États-Unis? En fait, ça peut être, c'est assez pas- compliqué. 30 ou 40. C'est vrai, ça peut faire cinéma un peu classique mieux. de manière générale, c'est Et pas après, évident. après ce format-là, C'est vrai que c'est un peu large. c'est un peut-être, peu ouais. large C'est pour vrai. Bah non. 1930. À quoi. quel moment on introduit le format Voilà, Ben, c'est- c'est les années- cinq- c'est c'est- fin c'est- des années 30. C'est fin des années 30 que 40, ça apparaît de façon. C'est Ah, c'est dur. un film de 57, Ah ouais. Billy Wilder, c'est Ah oui, c'est d'accord. pas la même Pas chose. du tout. Ariane. Ariane, ah oui. Ah oui, on est loin. C'est SO Ariane, bien sûr. comment elle s'appelle Audrey Hepburn de dos. Et Ah. le dernier, hop, Ah bah ça j'ai, c'est 1968. Non, 60. Non, j'ai dit n'importe quoi, Qu'est-ce j'ai que pas tu du tout en racontes fait, j'ai pas du tout. Vieux fou. J'ai pas du tout, j'ai menti à 100%. t'as vu quoi T'as pensé à Massacre? Ouais. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas Massacre, non. Non, ça c'est pas du tout. 72, excellent, C'est ça. presque. Ah, Ah, c'est Monty Hellman? Exactement, c'est Ok. Monty Hellman, Macadam de 71, Macadam à deux voix, hmm. Two Lane Blacktop, chef-d'œuvre, excellent film. Et qui marque la fin de ce quiz de voyage On a voyagé dans le temps. temporel. Hop, ouais, Monty Hellman, très très bien, 72, exactement. Formidable. Je propose juste de revoir Incroyable. Tête de lait assez doux dans ce gros plan. Voilà, tout à fait. Allez. Bien joué, Mathieu. Je pensais que c'était C'était pas Délivrance. Délivrance, non. Ah. Délivrance, c'est 72, ouais peut-être. Aucune Il me idée. semble Bah, apparemment. c'est quasiment ça, ouais. C'est Apparemment. peut-être pile poil ça. Délivrance, les gens, quand ça mort sur l'asphalte, sont morts en fait sous des canoës. C'est vrai, vous remplacez les camions par les. C'est Délivrance. Bien joué, Mathieu. Bravo pour Ouais, ça. bah, très bon, chouette. comme C'est quoi, pas, j'ai c'est pas vraiment évident, mais pas si facile. vous en êtes bien sorti. Mais On a c'est bien pas voyagé. si simple en vrai. Ouais. C'est pas évident. Tout un tas de paramètres, y compris la qualité des restaurations. Oui, c'est vrai, rentre c'est vrai. ça Effectivement, devient ouais. Et compliqué. des screens Et aussi. des capteurs d'écran. Ouais, bien également. sûr. Ouais. Ça Donc, devient compliqué. qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? C'est quoi les petits films de la Ah semaine ben, la prochaine? semaine prochaine, tout simplement, ça va, parlons des être, étoiles. ça va être exceptionnel. Voilà. On va faire un doublé science-fiction, voilà, pas banal, puisqu'on va vous parler de Dune 2, évidemment, qui sort mercredi, mais aussi de L'Empire de Bruno Dumont, Qui est sorti ce qui mercredi. est sorti ce mercredi, voilà. Et qui a eu le lion d'argent, mais donc pas De l'ours grand d'argent. prix du. L'ours. Ah, C'est oui, toujours oui, des c'est ours pardon. à- Oui, c'est toujours l'ours. des Des lions, ils Donc il n'a crient pas eu à la le grand prix du jury, il a eu le prix du jury. Donc un deuxième lion d'argent pour Et, Bruno Dumont, pour Bruno deux Dumont. lions. Un Non, ours d'argent. il y a encore lion. Oh là Eh là, oui. c'est des ours. Toujours, Et non, toujours des C'est des ours. ours. En plus, les ours c'est mieux que les lions parce que lion, À tous les Joker niveaux. en a eu un, donc ça ne compte plus depuis. Ça a été Tous les, C'est la règle. tous les ours. C'est annulé. Et voilà, donc effectivement, on va affronter ce petit doublé science-fiction, on va voir ce que ça donne. On n'a pas encore vu, Tout à pas fait. encore vu l'Empire. Et on a Mais- une invitée spéciale aussi Et la oui, on semaine sera prochaine. avec Chloé Caille, qui est notamment collaboratrice au Cercle sur Canal, qui écrit aussi dans Positif, Tout à fait. et sur un site qui s'appelle Culture aux Trousses, qui sera avec nous. Et qui a eu le prix de la jeune critique. Exactement, du par le syndicat syndicat de la critique française. Clément était finaliste, mais il s'est fait chourer comme ça le prix Et par ouais, quelqu'un et par. Il est bon perdant, il est bon Ouais, perdant. voilà, c'est ça. Ouais, peut-être que je vais la Quel prouver bon perdant, pendant 2 heures. oui, c'est- Non, pas du tout. Je vais Et, prouver que je suis meilleur, que je le Ouais, voilà, méritais. et on espère qu'elle t'invitant. connaît mieux que nous, Bruno Dumont. Vous Voilà. en avez vu des Bruno Dumont, vous? J'ai vu Maloute. J'ai vu France, J'ai avec Léa Seydoux d'ailleurs. T'as pas Avec mis l'image de Seydoux, France ouais. Bah, tout à fait, j'aurais pu. C'était bien. Elle est pas mal. Non. Nah. Moi, j'en ai C'est vu. prometteur sur le papier, mais finalement ça bifurque. Mais après, c'est intéressant comme bifurcation, mais ça devient un peu moral, presque spirituel. J'ai pas compris, mais je pense qu'il faut être un peu connaisseur en religion pour aimer. Moi, je sais pas, l'impression que ça. Après, il a fait La vie de Jésus et Ouais. un autre film Jeanne. avec, Après, ouais, tout à fait, il a fait 2 films sur Jeanne d'Arc. Ouais. Moi, j'en ai vu 0. Voilà, donc l'Empire, c'est Non, on mon essaiera premier. peut-être c'est- d'en voir. Oui, peut-être J'essaierai La d'en vie de voir Jésus. au moins un avant. Humanité, ça, enfin l'Humanité, ouais, qui l'Humanité, ouais. sont parmi ses premiers. Et Petit voilà. quinquin. Et qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre? On peut dire que si tout va bien,
un nouvel épisode de Parallax Oui, devrait sortir tout à fait, dans ouais. la semaine. Je sais pas si on dit le film ou si on envoie des petits visuels Surprise, et les gens sur les Alors, réseaux vous sociaux. pouvez quand même, les gens ne... Ce sera une exclue. C'est une exclue pour les gens qui sont là sur le. Faisons l'inverse, Twitch je peux donner jusqu'à l'année, il faut deviner le film, c'est 77. Il y en a 2-3. C'est pas Star Wars. Et oui, on va vous parler de Sorcerer, aussi appelé Le Convoi de la Peur de William Friedkin. Donc pour le coup, on fait une petite entorse parce qu'en théorie, on part plutôt d'un film contemporain pour remonter. Et là, on va partir de Sorcerer pour remonter encore un peu. Voilà, on avait envie aussi de revenir sur le cinéma de William Friedkin, donc, puisqu'il est décédé en août 2023. Mais voilà, sans forcément partir de son tout dernier film, qui est sorti d'ailleurs à titre posthume, qui est pas du tout le plus intéressant et le plus riche. Et voilà, donc on va parler de Sorcerer. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais on vous invite à le découvrir. Et sinon, vous pourrez le faire à travers la vidéo qu'on va concocter. Magnifique, vous êtes là pour ça. Voilà, et ça va être chouette. Il y aura des camions au milieu de la jungle et ça va être beau. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir été là pour le stream de ce soir. Merci Clément, merci Mathieu. Ciao. Ciao. À bientôt.